Donc merci de me donner une fois de plus l'opportunité d'intervenir ici. Donc merci à Faisons la Manche sans OGM. Alors on m'a demandé de faire une intervention OGM pesticides. Hein. Alors je crois qu'il y a pas mal de choses en rapport avec l'actualité en ce moment autour de ces questions. C'est pour ça que plutôt que de vous faire une intervention un petit peu plus formelle comme je faisais habituellement avec un support visuel, etc. Je pense que comme je suis intervenu plusieurs fois dans le cadre de l'AG de Faisons la Manche sans OGM, et donc que le public est sensiblement le même à chaque fois, que ça me semblait plus opportun de parler un petit peu plus, resituer un petit peu les choses dans leur contexte général, mais pouvoir avoir le temps de discuter de l'actualité autour de la question des OGM, des pesticides, des nouvelles technologies, la question de savoir si elles conduisent ou pas les OGM, etc. Enfin, un tas de choses dont vous avez certainement entendu parler. Donc je voudrais essayer d'apporter quelques éclaircissements là-dessus. Et puis d'avoir peut-être un peu plus de temps pour les échanges, du coup, en intervenant de cette façon-là. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si le but c'est de pouvoir échanger au maximum. Donc peut-être juste pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose et qu'ensuite on puisse rentrer dans un certain nombre de détails. Je vais quand même rappeler, hein, grosso modo, ce que sont les OGM agricoles, ce que l'on fait essentiellement avec les OGM agricoles. Qu'est-ce qu'on entend par OGM? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la question se pose, parce que derrière le mot OGM, il y a plein de technologies. Hein, il n'y a pas que la transgénèse, donc il est beaucoup question, mais ce n'est pas la seule technique, donc c'est important. Donc je vais rappeler un petit peu ça. Et puis, refaire le lien entre OGM et pesticides, parler de l'actualité OGM, de l'actualité pesticides. Il y a beaucoup à dire sur ces questions, et des nouvelles technologies. Des nouvelles technologies, donc, qui permettent de manipuler le vivant, et dont il est question aujourd'hui de savoir, enfin, la question centrale aujourd'hui est de savoir si ça conduit ou pas à des OGM. Hein, et donc ça, c'est vraiment crucial. Alors, comme vous le savez certainement, mais je vais le rappeler, donc, quand on parle d'OGM aujourd'hui, ce qu'on appelle donc un OGM, je vais me cantonner aux OGM agricoles, mais quand on parle donc d'OGM, on parle d'organismes vivants dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, ses caractéristiques génétiques initiales. Et quand on parle de modifier les caractéristiques génétiques d'un organisme, ça ne préjuge pas de la manière, de la technique qu'on utilise pour modifier ces caractéristiques génétiques. Hein, la particularité de OGM, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire naturellement. Donc ça se fait par l'intermédiaire de la main de l'homme. Alors maintenant, quand on parle d'OGM classiquement, en tout cas les OGM qui ont fait que le sujet est venu sur le tapis et qui est devenu un véritable sujet de société, c'est une technique en particulier qui s'appelle la transgénèse, qui consiste à prendre un bout de chromosome, hein, un bout d'ADN qu'on appelle un gène. Hein, alors les gènes étant des morceaux des chromosomes, les chromosomes c'est ce qu'on appelle le support de l'hérédité, et puis des morceaux de chromosomes constituent ce qu'on appelle des gènes, et l'essentiel des gènes dont nous parlons, ce sont en fait, les gènes c'est beaucoup plus que ça, mais quand on parle des gènes aujourd'hui, c'est l'essentiel de ce qu'on en connaît, et les gènes c'est ce qui détient le secret de fabrication des protéines. Et les protéines, ce sont les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans les cellules des organismes vivants. Donc voilà, alors quand on dit qu'on va modifier un organisme, modifier génétiquement un organisme vivant, on pense souvent à une technique en particulier qui consiste à prendre un gène d'un organisme A et à le mettre dans un organisme B. Typiquement, un gène de bactérie qu'on met dans le maïs. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a introduit dans l'organisme dit génétiquement modifié un gène qui provient d'une autre espèce. C'est ce qu'on appelle la transgénèse, parce que le gène qui provient de l'autre espèce, qu'on a mis dans le maïs par exemple, c'est ce qu'on appelle un transgène. Donc la transgénèse, c'est l'ensemble des processus qui permettent de fabriquer des OGM particuliers que l'on appelle des organismes transgéniques. D'accord ? Alors la plupart des OGM dont on parle, et la plupart des OGM, enfin dans le domaine agricole en tout cas, et qui ont soulevé, qui ont fait la polémique, et qui ont fait suite au premier fauchage donc, qui ont eu lieu, c'était des organismes transgéniques, c'est-à-dire des plantes dans lesquelles on a introduit au moins un gène d'une autre espèce. Typiquement, en général, un gène de bactérie. Hein, alors, ces plantes, donc évidemment, si on introduit un ou plusieurs gènes d'une autre espèce dans l'organisme en question, eh bien, ça veut dire que on va en fait introduire une ou plusieurs protéines
d'un organisme A dans l'organisme B. Pourquoi? Parce que les gènes en question détiennent le secret de fabrication de protéines. Et ces protéines, comme je l'ai dit, ce sont les acteurs des processus biologiques, ce sont en quelque sorte les ouvriers qui travaillent sur les chaînes de montage et de démontage qu'on appelle les processus biologiques dans nos cellules. Et si on met un gène d'une bactérie dans un maïs, eh bien ce gène détient le secret de fabrication d'une protéine de bactérie, puisque c'est un gène de bactérie, qui va donc se retrouver dans le maïs. Parce qu'en fait, les gènes sont codés dans un langage qu'on appelle le langage génétique, et qui est un langage quasi universel. Ça veut dire que le maïs est capable de reconnaître le gène de bactérie un petit peu comme si c'était à lui, et va décoder ce gène de bactérie pour permettre la fabrication dans le maïs d'une protéine qui normalement est une protéine de bactérie. Une ou plusieurs protéines d'ailleurs. Et donc du coup, quand on met un gène de bactérie dans le maïs, on introduit de fait des protéines bactériennes dans les cellules du maïs. Et comme ces protéines ne sont pas là normalement, eh bien elles vont participer à des chaînes de montage et de démontage dans les cellules de maïs qui normalement n'existent pas dans le maïs, puisque ces ouvriers sont des ouvriers de bactéries, donc normalement ils ne sont pas dans le maïs, donc ils vont faire des opérations nouvelles, ce qui va conférer au maïs des propriétés nouvelles. Et on dira que ce maïs est donc génétiquement modifié, et dans ce cas particulier, on dira que c'est un maïs transgénique, puisque la modification génétique fait appel à un gène étranger, un transgène, qui dans mon exemple provient de la bactérie. Voilà, donc ça c'est les OGM classiques dont on a toujours parlé dans le domaine agricole, hein, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule technique qui permet de faire des OGM. On peut, je répète la définition, un OGM c'est un organisme vivant dont on a modifié le patrimoine génétique de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme. Mais ça ne précise pas la technique. Il y a d'autres techniques qui permettent de faire des OGM. Notamment, une technique qui s'appelle la mutagénèse. La mutagénèse, ça ne consiste pas à mettre un gène étranger dans un organisme. C'est-à-dire que si on fait de la mutagénèse, on ne va pas modifier, on ne va pas mettre de gènes nouveaux dans l'organisme en question. Simplement, on va prendre des cellules ou des graines de cet organisme, donc d'une plante en particulier, ici on parle des plantes, mais ça peut se faire sur d'autres organismes bien sûr, et on va soumettre ces cellules, ces graines, à des irradiations, des rayons UV, des rayons X, des rayons gamma, ou à des produits chimiques qui vont modifier la formulation chimique des gènes. Et en modifiant la formulation chimique des gènes, eh bien ces gènes vont donc déterminer le secret de fabrication de protéines qui vont être chimiquement modifiées aussi. Donc là, on n'a pas mis de gènes étrangers, on a simplement modifié la nature chimique des gènes. Et en modifiant la nature chimique des gènes, ces gènes qui détiennent le secret de fabrication des protéines vont toujours détenir le secret de fabrication de protéines, mais comme les gènes sont modifiés chimiquement, les protéines sont modifiées chimiquement. Et le fait que ces protéines soient modifiées chimiquement, dans leur formulation chimique, fait que ces protéines vont avoir des nouvelles propriétés. Par exemple, vont conférer la capacité d'une plante à tolérer un herbicide. D'accord ? Et donc là, ce sont ce qu'on appelle non pas des plantes transgéniques, puisqu'on n'a pas mis de transgènes, on n'a pas mis de gènes étrangers, mais des plantes mutées, parce qu'on a provoqué des mutations. Et ces plantes mutées vont être donc génétiquement modifiées, au même titre que les plantes transgéniques. Et d'ailleurs, dans la directive européenne 2001-18, ces plantes mutées sont bien considérées comme étant techniquement des OGM, au même titre que les plantes transgéniques. Sauf que la différence, c'est que ces plantes mutées, au prétexte que justement la modification génétique ne fait pas appel à un gène étranger, qu'on n'a pas mis d'un gène d'une autre espèce dans cette plante, eh bien, ces plantes vont échapper au champ d'application de la directive européenne. C'est-à-dire qu'elles vont être considérées d'un point de vue juridique comme des plantes conventionnelles. Et donc, c'est ce que beaucoup de militants anti-OGM appellent à juste titre des OGM cachés, ou des OGM clandestins, c'est-à-dire des OGM qui ne disent pas leur nom. Ils sont bien reconnus comme étant des OGM sur le plan technique, mais ils ne sont pas reconnus comme étant des OGM sur le plan juridique. Et donc, ça veut dire que le cultivateur qui les cultive, eh bien, n'est pas tenu d'informer le maire de la commune où se trouve la parcelle. Parce que ces plantes sont considérées comme conventionnelles. Alors, ces plantes mutées, c'est essentiellement du tournesol et du colza. Alors, donc, ces tournesols et ces colza, qui de fait sont des OGM, eh bien, vont échapper au champ d'application de la directive européenne. Alors, donc ça, pour les plantes, c'est du concret. Hein, alors, il y a beaucoup de plantes mutées, parce que la mutagénèse est une technique beaucoup plus ancienne que la transgénèse. La transgénèse, en agriculture, c'est début des années 90. La mutagénèse, c'est bien avant.
Donc il y a beaucoup de plantes mutées, y compris en bio, qui sont beaucoup de plantes, y compris en bio, qui sont des plantes mutées, donc qui sont de fait des OGM. Et donc quand il y a eu la législation autour des plantes transgéniques, la législation européenne s'est bien gardée de ne pas inclure les plantes mutées dans cette législation parce que ça a obligé à revenir en arrière sur des tas de plantes qui étaient déjà autorisées à la commercialisation. Sauf que la différence aujourd'hui avec les plantes mutées, c'est qu'on fait des plantes tolérantes à des herbicides. Jusqu'à présent, les plantes mutées, c'était des plantes pour lesquelles on avait sélectionné par mutagénèse en laboratoire des caractéristiques agronomiques particulières. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans risque, etc. Mais en tout cas, ça a été fait sans le dire à personne, donc les gens ont été mis devant le fait accompli. Hein. Et sauf qu'aujourd'hui, avec la mutagénèse, pourquoi ça soulève le problème? Pourquoi les plantes mutées font polémique aujourd'hui alors qu'elles existent depuis très longtemps? C'est tout simplement parce qu'avec ces plantes mutées, on fait ce qu'on appelle des VRTH, des variétés rendues tolérantes à des herbicides. Ce qu'on fait exactement avec les plantes transgéniques. Donc avec les plantes transgéniques, je vais y revenir, on fait des plantes tolérantes aux herbicides, notamment, 80% des OGM transgéniques sont des plantes tolérantes aux herbicides. Et avec les plantes mutées, aujourd'hui, on fait la même chose. C'est-à-dire des plantes qu'on va pouvoir arroser avec un herbicide sans qu'elles meurent, alors que cet herbicide aurait dû les tuer. Donc l'herbicide qu'elles n'auraient jamais dû voir puisque ça les tue, elles vont y être exposées et l'absorber sans mourir. Donc l'animal qui va manger cette plante va être confronté à l'herbicide, et l'humain qui va manger l'animal qui va manger la plante va peut-être aussi être confronté à l'herbicide ou à ses produits de dégradation en fonction de leur devenir dans la chaîne alimentaire. Eh bien, les plantes transgéniques tolérantes aux herbicides sont soumises à une réglementation, très laxiste on va le voir, mais réglementation tout de même, alors que les plantes mutées qui ont les mêmes caractéristiques ne sont pas soumises à la législation. Pas d'évaluation sanitaire, pas d'évaluation environnementale, il y en a pour les plantes transgéniques, très mal faites, mais il y en a quand même. Pour les plantes mutées, il n'y en a pas, alors qu'on est exactement avec le même profil. Donc ça, c'est vraiment, bien sûr, scandaleux. Alors quand je disais qu'il y a beaucoup de plantes, y compris en bio, qui sont des plantes en fait OGM, il y a encore une autre technique qui est reconnue comme conduisant à des plantes OGM dans la directive européenne 2018. Je vous ai parlé de la transgénèse, bien sûr. La transgénèse conduit à des plantes OGM sur le plan technique et sur le plan juridique. La mutagénèse conduit à des plantes OGM sur le plan technique, mais pas sur le plan juridique. Il y a une troisième technique qui s'appelle notamment la fusion cellulaire, qui consiste à fusionner des cellules d'un organisme avec un autre. Alors c'est le cas des choux. Tous les choux, c'est des fusions avec du radis. Donc ça, c'est reconnu comme conduisant techniquement à des OGM. Mais pas juridiquement. Mais les choux qu'on trouve aujourd'hui, c'est de la fusion cellulaire avec du radis. Pourquoi? Parce que, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le chou, c'est comme le maïs. Ça peut se reproduire avec des plantes, ça peut être autogame, ça peut être allogame, c'est-à-dire aller se croiser avec la plante d'à côté. Donc quand on veut éviter qu'un maïs se croise avec n'importe qui, bien on va castrer le maïs, c'est-à-dire casser la fleur mâle qui est au sommet de la plante. Le problème, c'est que castrer un chou-fleur, il faut y aller avec une pince à épiler. On ne sait pas faire. Donc en fait, l'idée c'est de fusionner les cellules de chou avec des cellules de radis, parce que chez le radis, il existe des variétés, enfin des radis qui sont mal stériles. D'accord? Et donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on prend la cellule de radis, on lui enlève le noyau qui contient les chromosomes de radis, et on le remplace par un noyau de chou qui contient les chromosomes de chou. Sauf que dans la cellule de radis, le gène de la stérilité mâle n'est pas dans le noyau, il est à l'extérieur du noyau. Du coup, la cellule de radis apporte le gène de stérilité mâle au gène de chou-fleur, puisqu'on a mis un noyau de chou-fleur dans le radis. C'est un peu compliqué, mais ça conduit à des choux qui sont mal stériles. Mais la stérilité mâle est apportée par le radis, dont on a enlevé le noyau qui contient les chromosomes de radis pour les remplacer par un noyau de chou qui contient les chromosomes de chou. Mais le gène de stérilité mâle du radis est compris dans la cellule de radis, et donc confère cette stérilité mâle à ce qui va devenir un chou d'apparence. Mais en fait, c'est pas vraiment un chou. Parce que c'est une cellule de radis. Voilà. Simplement, vous savez, on est dans une... Aujourd'hui, on est dans une... C'est un radis qui ressemble à un chou. Alors c'est un chou, mais qui a forcément des caractéristiques de radis. Et oui, pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est dans l'esprit du tout génétique. Hein? On considère, ce qui conduit à une vision totalement réductionniste du vivant, on considère que les gènes déterminent tout. Et donc si on met des gènes de chou, ça va faire un chou, même si c'est dans une cellule de radis. Ce qui est extrêmement terrible, parce que c'est une négation de la réalité,
et même je dirais que c'est une négation qui est extrêmement blessante pour le côté féminin. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez entendu dire, certainement, vous vous rappelez de ça, à un moment donné, on a trouvé les cellules fossilisées de mammouth. Et on a dit, super, on va pouvoir cloner un mammouth. Parce que dans les cellules fossilisées de mammouth, il y avait les chromosomes du mammouth qui étaient restés intacts. Hein, ça se conserve assez bien, les chromosomes, qui étaient restés intacts. Mais super, si on a les chromosomes du mammouth, on va pouvoir cloner un mammouth. Sauf que pour cloner un animal, comment on fait? On prend un ovule. Normalement, vous savez, pour faire un petit animal, il faut un papa et une maman. Le papa apporte son noyau par un spermatozoïde qui contient les chromosomes du papa. La maman, elle a son noyau, l'ovule, qui contient les chromosomes de la maman. Hein? Et les chromosomes, normalement, chez nous, ils sont en 2 exemplaires. On a des paires de chromosomes. Dans chaque paire, il y en a un qui vient du papa et un qui vient de la maman. Sauf dans le spermatozoïde ou dans les ovules, où les chromosomes sont en un seul exemplaire. Donc, nous, par exemple, on a 23 paires de chromosomes. Hein, donc, 23 paires de chromosomes. Donc, ça fait 46 chromosomes. Dans chaque paire, il y a un chromosome du papa et un chromosome de la maman. D'accord? Sauf dans le spermatozoïde, on n'a que 23 chromosomes. Et dans les ovules, il n'y en a que 23 aussi. Quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ça fait 23 plus 23, 46, c'est parti pour un tour. Eh bien, chez le mammouth, c'est pareil, c'est pas 23, mais c'est le même principe. Si on dit qu'on va cloner un mammouth, parce qu'on a trouvé les cellules de mammouth, il nous faut un ovule de papoute. Et ça, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre un ovule de papoute, il faut enlever le noyau de l'ovule qui contient les chromosomes du papoute, pour mettre le noyau du mammouth qui contient les chromosomes du mammouth. Et là, on va faire un mammouth. Eh bien, on nous dit, on n'a pas d'ovule de papoute, c'est pas grave, on va prendre un ovule d'éléphante. Ah bon? Et ça va faire un mammouth? Oui, oui, non, non. Oui, non, non. Oui, oui, non, non. Ça ne fera pas un mammouth. Ça fera quelque chose entre le mammouth et l'éléphant. Mais prétendre qu'on va faire un mammouth avec un ovule d'éléphant, c'est nier toute l'hérédité femelle. Toute l'hérédité féminine. Il faut savoir que, comme je le disais avec le radis, tous les gènes ne sont pas dans le noyau. Il y a quelques gènes qui sont à l'extérieur, dans la cellule. Et ça, c'est une hérédité strictement maternelle. Parce que le spermatozoïde, lui, c'est juste un flagelle qui pousse le noyau, il n'y a qu'un noyau qui rentre, qui apporte les chromosomes du papa. Par contre, la maman, elle apporte les chromosomes de la maman, mais elle apporte toute la cellule. Et dans cette cellule maternelle, qu'on appelle l'ovule, il y a les chromosomes maternels, mais il y a aussi d'autres gènes qui sont à l'extérieur du noyau, et qui sont responsables d'un certain nombre de choses, et qui sont typiquement de l'hérédité féminine. Donc quand on dit qu'un enfant, il a 50% des gènes du papa, 50% des gènes de la maman, c'est faux. Il a plus de gènes de la maman que du papa. Voilà. Et donc, dire qu'on va faire un éléphant avec un ovule, qu'on va faire un mammouth avec un ovule d'éléphant, c'est nier l'hérédité féminine. Donc vous voyez jusqu'où ça va, cette histoire du tout génétique. C'est carrément une négation, un déni de connaissance. C'est pas une ignorance, c'est un déni de connaissance. Et les gens qui disent ça savent très bien comment ça fonctionne. Hein, donc c'est un déni de connaissance. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer à quel point, aujourd'hui, on est capable de dire, ben voilà, on mange du chou. Non, en fait, un chou, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est un chou qui est fusionné avec du radis. C'est pas vraiment un chou. Voilà. Et ça, techniquement, c'est un OGM. Juridiquement, ça ne l'est pas. Donc vous voyez que l'OGM existe depuis longtemps, en réalité, sous forme de plantes fusion cellulaire ou de plantes mutées. La nouveauté, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, avec notamment la mutagénèse, on fait des variétés tolérantes à des herbicides. Alors justement, parlons des plantes OGM. C'est quoi les plantes OGM aujourd'hui, les plantes agricoles OGM? C'est à plus de 99% des plantes pesticides. C'est quoi des plantes pesticides? D'abord, c'est quoi le pesticide? Le pesticide, c'est le terme générique qui englobe insecticides qui tuent les insectes, fongicides qui tuent les champignons, herbicides qui tuent les arbres et les plantes, nématicides qui tuent les nématodes, etc. Tous ces mots en IT, c'est biocides. Donc ce sont des molécules qui tuent certaines catégories du vivant, donc biocides. Et une plante pesticide est une plante qui va accumuler des pesticides dans ses cellules. Pourquoi? Soit parce qu'elle a été génétiquement modifiée pour produire elle-même un insecticide qui va lui permettre de lutter contre un insecte dont elle est la cible. D'accord? C'est ce qu'on appelle les plantes BT, parce que BT, c'est les initiales de Bacille de Thuringe, qui est la bactérie d'où provient le gène étranger qu'on a mis dans la plante. Cette bactérie est une bactérie du sol, qui a des gènes à elle, qui détiennent le secret de fabrication de protéines tueuses d'insectes, de protéines insecticides. C'est-à-dire quand les insectes ou les larves viennent sucer ces protéines, ça leur fait des trous dans le tube digestif et ils meurent. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher des gènes dans cette bactérie qui détiennent le secret de fabrication de protéines tueuses d'insectes, de les mettre dans la plante,
La plante va prendre le gène de la bactérie à son propre compte, comme je le disais tout à l'heure, le décoder et fabriquer elle-même l'insecticide. Et du coup, elle n'aura plus besoin de personne pour lutter contre l'insecte en question. C'est le cas du maïs Monsanto 810, qui est la seule plante OGM transgénique autorisée à la culture commerciale en Europe, et qui fait l'objet d'un moratoire en France. D'accord? Et donc là, on a en fait des plantes qui vont accumuler un insecticide dans leurs cellules parce qu'elles le produisent en permanence. D'accord? Ce sont les plantes BT, ce sont des plantes insecticides qui représentent 20% des 99,99% des OGM qui sont des plantes pesticides. 20% c'est des plantes insecticides. Ensuite, vous avez deuxième catégorie, des plantes qui accumulent un pesticide dans leurs cellules, qui n'est plus un insecticide cette fois, mais un herbicide, non pas parce qu'elles le produisent, mais parce qu'elles l'absorbent sans mourir. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour ne plus mourir quand on les arrose avec un herbicide qui aurait dû les tuer. Typiquement le Roundup de la société philanthrope Monsanto. Vous prenez le Roundup, vous pulvérisez sur une culture, ça va tuer les dites mauvaises herbes, même si c'est un terme que je n'aime pas, mais ça va tuer aussi la culture. Puisque c'est un herbicide générique qui tue tout. Toutes les plantes. Il ne tue pas que les plantes d'ailleurs, mais les plantes, il les tue tout de suite. Je vais y revenir. Donc, ça, évidemment, si une plante est sensible à l'herbicide, comme la plupart des plantes, toutes les plantes sont sensibles à cet herbicide, c'est un herbicide générique, et bien il va tuer toutes les plantes. Donc pas possibilité de le pulvériser sur une culture. Si la culture en question a été rendue par modification génétique tolérante à l'herbicide, vous pouvez pulvériser l'herbicide sur la culture, les dites mauvaises herbes vont mourir, mais pas la culture, puisqu'elle est tolérante. Donc elle va absorber l'herbicide sans mourir. Je dis bien tolérante et non pas résistante. Sa résistante, c'est le semencier qui dit ça, c'est faux. La plante n'est pas résistante à l'herbicide. Si elle était résistante, ça voudrait dire que l'herbicide lui faut ni chaud ni froid parce qu'il ne rentre même pas dans la plante. La plante est tolérante, c'est-à-dire que l'herbicide il rentre dans la plante mais il ne la tue plus. Parce que la modification génétique fait que la plante supporte la présence de l'herbicide sans mourir. C'est important parce que tolérante à l'herbicide, ça veut dire que l'herbicide est là, mais elle ne meurt pas la plante. Mais l'herbicide est dans la plante. Donc l'animal qui mange la plante mange l'herbicide. L'homme qui mange l'animal qui a mangé la plante peut être confronté à l'herbicide, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de son devenir dans la chaîne respiratoire. Eh bien, ces plantes qui tolèrent un herbicide, si on parle des plantes transgéniques, hein, on était 20% de plantes qui produisent un insecticide, et donc qui l'accumulent dans leurs cellules. Eh bien, les plantes qui accumulent un herbicide parce qu'elles l'absorbent sans mourir, c'est 60% des OGM transgéniques. 60 plus 20, on est à 80%. D'accord? Donc ça, ce sont des plantes qui vont accumuler un herbicide qui est soit le Roundup de Monsanto, soit le Liberty de Bayer, qui est interdit chez nous, mais qui est autorisé ailleurs. Et donc c'est essentiellement du Roundup, mais aussi un petit peu de plantes tolérantes au Liberty, hein, qui fonctionnent un petit peu sur le même mécanisme. Voilà, et on est à 80%. C'est quoi les 20% qui manquent pour aller quasiment à 100%? C'est ce qu'on appelle, je suis toujours dans les transgéniques, puisque les autres ne sont pas considérés comme OGM sur le plan juridique, mais je vais y revenir. C'est ce qu'on appelle les 20% qui manquent, les OGM de deuxième, troisième et quatrième génération. Deuxième génération, troisième et quatrième, ce sont des plantes qui cumulent plusieurs caractères pesticides. Deuxième génération, elles produisent un insecticide, elles tolèrent un herbicide. Troisième génération, elles produisent deux insecticides, elles tolèrent un herbicide, ou elles produisent un insecticide, elles tolèrent deux herbicides, c'est-à-dire 3 caractères pesticides cumulés. Et quatrième génération, ce sont des plantes qui cumulent au moins 4 caractères pesticides, comme le maïs Smart Stack du Canada, qui produit 6 insecticides et qui tolère 2 herbicides, le Roundup et le Liberty. On n'arrête pas le problème. D'accord? Et on est à 99,99% de plantes OGM. Ça s'appelle le maïs Smart Stacked. Stacked parce qu'en anglais, stack, ça veut dire empilé. Et comme il y a plusieurs caractères pesticides dans la même plante, on dit qu'ils sont empilés. Si vous voyez le terme dans les articles français, on dit les plantes OGM empilées. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la traduction de stacked en anglais. Voilà, on cumule les caractères pesticides. Hein, je vous dis ça pour que vous soyez plus familier quand vous lisez ça dans les articles. D'accord? Eh bien, voilà, on est à 99,99%. S'ajoute à ça les plantes mutées, le colza, le tournesol, qui sont rendus tolérants à des herbicides qui ne sont pas du Roundup, qui sont des herbicides à base de sulfonylurée. Ces colza et tournesol sont tenus non pas par transgénèse, mais par mutagénèse. Donc les graines de tournesol ou de colza ont été soumises à un agent chimique en particulier, qui s'appelle l'éthylméthanesulfonate, qui est un produit extrêmement dangereux puisqu'il est mutagène, il change la formulation chimique des gènes, et la plupart des agents mutagènes sont des agents cancérigènes, parce que quand vous modifiez la formulation chimique des gènes, vous pouvez modifier la formulation chimique de certains gènes qu'on appelle des oncogènes, qui sont des gènes de cancer. C'est-à-dire que quand ces gènes sont perturbés, les cellules se mettent à se multiplier de manière anarchique, et ça fait une tumeur, qui peut éventuellement être un cancer.
Donc, eh bien, ces agents qu'on utilise pour provoquer des mutations à fort taux, parce que les mutations, elles existent dans la nature. On va vous dire ça sans arrêt aussi. Ah, mais la mutagénèse, ça existe dans la nature. Ben oui, mais le transfert de gènes aussi, ça existe dans la nature. Sauf que la mutagénèse dans la nature, c'est une mutation de temps en temps, c'est extrêmement rare. Et le paysan, quand il repérait une plante qui était naturellement mutée, sous l'effet des rayons ultraviolets par exemple, une mutation, on dit « Ah, cette plante, elle a un caractère... » Si cette plante avait un désavantage sélectif, ben, elle disparaissait tout simplement. Si par contre elle avait un avantage agronomique, le paysan la remarquait, disait « Cette plante, elle m'intéresse, tiens, je vais la croiser avec l'autre qui m'intéresse aussi, mais qui a un autre caractère, de façon à me faire un petit qui a les deux caractères réunis en un seul. » Mais ce que faisait le paysan, c'était que croiser des plantes qui sont naturellement interfécondables. Il faisait que du speed dating. C'est-à-dire qu'il disait, tiens, ces deux plantes, je voudrais qu'elles se rencontrent plus vite que la nature va le permettre, je vais leur organiser un rendez-vous, ce soir, elles vont nous faire un petit, et puis demain, j'aurai une plante, enfin demain ou après-demain ou dans quelques semaines, j'aurai une plante qui aura les deux caractères réunis en une seule. Voilà, ça, c'était des mutations ponctuelles, ça existe dans la nature, mais ça se fait de manière extrêmement rare et sur des échelles de temps considérables. Quand on fait de la mutagénèse en laboratoire, on fait agir sur les graines ou sur les cellules de plantes un agent mutagène, un rayonnement ou un agent chimique, mais on fait des dosages au départ pour savoir combien d'agents chimiques on doit mettre et combien de taux de rayonnement on doit mettre. On fait les dosages et on choisit un taux de rayonnement ou un taux d'agent chimique qui provoque 50 à 80% de mortalité. Pourquoi? Parce que si on a 50% ou 80% de morts parmi les cellules qui ont subi l'agent chimique ou la radiation, c'est que les 50 ou les 20% qui restent, s'ils ne sont pas morts, c'est qu'on n'a pas touché les gènes vitaux, mais on est sûr qu'on a touché les choses, vu le taux qu'on a mis. Et donc, parmi ces choses qui ne sont pas mortes, mais qui ont reçu un fort taux de mutation, eh bien, on va chercher celle qui nous intéresse. Tiens, une plante tolérante à un herbicide. Et donc, cette plante, ce tournesol, ce colza, vont être arrosés par des sulfonylurées à des doses qui, normalement, auraient dû faire mourir le tournesol et le colza. Et donc, ces herbicides vont se retrouver dans l'huile de colza, dans l'huile de tournesol, etc., donc dans l'alimentation humaine ou animale. Et pourtant, il n'y a aucune législation. Parce que ce sont des OGM qui échappent au champ d'application de la directive européenne. Vous voyez? Alors ça, donc c'est vrai pour les plantes. C'est vrai aussi pour des microbes. Alors, vous allez me dire, les microbes, qu'est-ce que ça vient faire là? Quand on dit microbes, on pense souvent à quelque chose de négatif. Mais en fait, microbes, il y en a des gentils. On a plus de microbes dans notre organisme qu'on a de cellules. Hein. Donc les microbes, on en a plein à la bouche, on en a plein à toutes les ouvertures du corps, on en a plein l'intestin, et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils occupent le terrain pour pas que ce soit les plus méchants qui occupent la place. Et puis il suffit de prendre un antibiotique pour un traitement quelconque à un moment donné pour voir ce que ça fait sur l'intestin. Hein. En général, ça dérègle pas mal parce qu'on est en train de tuer aussi nos bactéries dont on a besoin dans l'intestin. Donc, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques dans certains cas, évidemment, d'infection grave, mais n'empêche que l'antibiotique ne fait souvent pas la différence, il va tuer aussi nos bonnes bactéries, donc c'est pour vous dire qu'elles ont un rôle et qu'elles sont importantes, puisque lorsqu'on vient les perturber, ben, on le sent passer. Eh bien, bon, le microbe, c'est pas forcément méchant. Il y en a des méchants, des très méchants même, il y en a des gentils qui vivent avec nous, puis il y en a des tellement gentils qui participent au processus alimentaire, comme la levure de boulanger, qui permet de faire le pain, qui permet de faire le vin, qui permet de faire la bière. C'est quand même 3 bonnes raisons d'étudier la levure. Vous avez les bactéries œnologiques qui permettent de faire la fermentation malolactique après la fermentation alcoolique dans la vinification. Vous avez les champignons lactiques, les bactéries lactiques qui permettent de faire les yaourts et les fromages. Eh bien, tous ces microbes qui n'ont jamais rien demandé à personne et qui participent au processus alimentaire depuis des millénaires, il y a tout un tas de projets aujourd'hui pour faire des MGM, des microbes génétiquement modifiés, de façon à les utiliser dans les processus alimentaires. Alors c'est prétendument pour améliorer les capacités fermentaires de telle levure de brasserie, de telle levure de panification, de telle levure œnologique, pour augmenter les capacités, par exemple, d'une bactérie lactique ou d'une bactérie œnologique qui font la fermentation malolactique, qui est une fermentation qui est très sensible à l'environnement, hein, au milieu. Et donc parfois ces bactéries, la fermentation malolactique, par exemple, dans la vinification, elle a du mal à démarrer après la fermentation alcoolique parce que les conditions ne sont pas vraiment les bonnes, ces bactéries sont très susceptibles. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est des bactéries qui sont standardisées et qui s'adaptent à tous les milieux, dans tous les laits ou dans tous les vins, et qui vont pouvoir faire cette fermentation lactique. Vous voyez, le standard, toujours pareil, faire des trucs standardisés, etc. Mais il y a tout un tas de projets comme ça. Simplement, évidemment, les gens qui ont... Alors, il n'y en a pas d'autorisés aujourd'hui en Europe, officiellement, en tout cas, que je connaisse, mais il y a tout un tas de projets, des brevets qui ont été déposés pour des microbes génétiquement modifiés. Et la plupart de ces microbes génétiquement modifiés ne le sont pas par la transgénèse. Ils le sont par des techniques qui sont la mutagénèse,
qui sont la cisgenèse. La cisgenèse, c'est un gène qui provient d'une espèce sexuellement compatible. Par exemple, un gène de pomme de terre, d'une variété de pommes de terre dans une autre variété de pommes de terre. Ce n'est pas un gène d'une autre espèce, c'est un gène d'une autre variété. Donc ce n'est pas un transgène, c'est un cisgène. Cis, il y a une notion de proximité. Trans, il y a une notion d'éloignement. Eh bien, on dit que c'est de la cisgenèse. Ou alors, c'est une séquence du même organisme. Un gène de levure qu'on va changer de place, qu'on va modifier dans le génome de la levure. Ou un gène de patate qu'on va modifier dans le génome de la patate. Ça s'appelle l'intragénèse. Vous voyez? Eh bien, l'intragénèse et la cisgenèse ne sont pas considérés comme conduisant à des OGM. Et donc, ces organismes, ces microbes génétiquement modifiés, le sont par mutagénèse, par cisgenèse, par intragénèse, mais pas par transgénèse. Du coup, on nous dit, vous inquiétez pas, ce ne sont pas des OGM. Bien sûr que si, ce sont des OGM. Mais ils échappent au champ d'application de la directive européenne. Et pour bien enfoncer le clou et nous faire croire que ce ne sont pas des OGM, on nous dit, on leur a donné un nouveau nom, on les a appelés SAGE. S-A-G-E, sans ajout de gènes extérieurs. Vous voyez, les communicants sont très très forts. Ils sont sages. Que voulez-vous craindre de quelque chose qui s'appelle sage? Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est important parce qu'on a toujours un train de retard, nous, quand on combat ces choses-là. On a toujours un train de retard. C'est-à-dire que les OGM sont déjà là et on essaie de les combattre. Moi, je parle toujours des microbes génétiquement modifiés parce qu'ils ne sont pas encore autorisés. C'est maintenant qu'il faut s'en inquiéter parce qu'il y a un lobbying très fort au niveau de Bruxelles pour qu'ils le soient. Donc voilà. Et ça, ce seront de fait des OGM cachés. Vous voyez? Donc ils vont échapper à la législation. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a des microbes génétiquement modifiés transgéniques, mais qui ne sont pas en Europe, qui sont aux États-Unis. Il y a par exemple une levure œnologique qui fait la fermentation alcoolique, dans laquelle on a mis 2 gènes étrangers qui lui permettent de faire la fermentation malolactique aussi. Du coup, il n'y a plus besoin des bactéries pour faire la fermentation malolactique. La levure fait tout. Elle fait la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique. Et donc du coup, au lieu que la vinification prenne plusieurs mois, elle prend 5 semaines. C'est ce que j'appelle le fast wine après la fast food. Donc voilà. Et ça, vous voyez, alors ça c'est transgénique par contre. C'est transgénique, mais aux États-Unis ça ne pose pas de problème, parce que c'est considéré comme un supplément alimentaire, et donc c'est considéré comme sans danger, dès lors que c'est dans une levure œnologique qui est utilisée depuis très longtemps dans les processus alimentaires, donc considéré comme sans danger. Le gène étranger qu'on a mis dedans, ça provient d'une autre levure alimentaire, donc considéré sans danger. Le deuxième gène provient d'une bactérie, la bactérie qui fait la fermentation malolactique normalement, qui est donc une bactérie alimentaire, donc sans danger. Et sans danger plus sans danger plus sans danger égale sans danger. Voilà pourquoi c'est autorisé aux États-Unis. On n'a pas la même législation en Europe. D'accord? Mais aux États-Unis, c'est une levure transgénique, mais qui échappe à la réglementation pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que on dit qu'elle est grasse, G-R-A-S. C'est les initiales c'est l'acronyme anglais qui veut dire généralement reconnu comme sans danger. Generally recognized as safe. Donc c'est généralement reconnu comme sans danger. On dit la levure est grasse, on lui a mis un gène étranger qui provient d'une levure grasse, on lui a mis un deuxième gène étranger qui provient d'une bactérie grasse, donc grasse plus grasse égale grasse, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est la législation américaine. Nous, on n'a pas celle-là. Par contre, nous, en Europe, pour éviter justement, puisqu'on n'a pas cette législation, eh bien, on va dire, parce que les microbes alimentaires ne sont pas considérés comme de simples additifs alimentaires en Europe, eh bien, on dit, on va faire des microbes qui sont génétiquement modifiés, mais qui ne sont pas transgéniques. Comme ça, ils vont échapper au champ d'application de la directive européenne. On va les qualifier de sages, pour ce qui est de l'acronyme français, donc sans ajout de gènes extérieurs, et il n'y aura pas de problème. Voilà, donc ça, c'est dans les tuyaux. Et ça, donc, c'est très important d'y être préparé. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour brosser. Alors, aujourd'hui, il y a encore des nouvelles techniques qui viennent de sortir. Vous en avez peut-être entendu parler avec des noms plus barbares les unes que les autres. Il y a une technique qui s'appelle CRISPR-Cas9. Pas Cas9, hein. CRISPR-Cas9. Oui, en plus. CRISPR-Cas9, vous avez peut-être entendu parler de ça, je ne sais pas, je vous en parle. C'est pas important de vous souvenir du nom, si ce n'est que si vous l'entendez, vous direz ah oui, c'est de ça qu'il avait été question. C'est une technique qui va certainement valoir le prix Nobel à une Française d'ailleurs, qui a découvert cet outil. C'est en fait une technique basée sur un système qui existe naturellement dans les bactéries, qui fait partie de la défense immunitaire des bactéries, et qui permet en fait de faire des modifications génétiques de manière très ciblée. Et donc du coup,
Cet outil, qui est un outil naturel, hein, comme la plupart des outils qu'on utilise en laboratoire, ils n'ont pas été inventés pour le chercheur, hein, ce sont des outils qui existent dans la nature, qu'on a détournés au service du chercheur pour faire des recherches, qui peuvent être de la recherche fondamentale, mais qui peuvent avoir des applications, comme par exemple pour faire des OGM agricoles. Eh bien cette technique, comme beaucoup d'autres techniques, sont des techniques qui, vous savez, quand on met un gène étranger aujourd'hui dans une plante, le gène étranger, on ne sait pas où il va. Pareil, quand on fait de la thérapie génique, ce n'est pas un gène étranger, dans le cas de la thérapie génique, c'est de la cisgénèse ou de l'intragénèse, c'est-à-dire qu'on a un enfant qui a un gène malade, qui lui donne une maladie assez grave, et on dit, tiens, on va lui mettre le gène normal, mais sauf que le gène normal, on le rajoute au gène malade. Et le gène normal, on ne sait pas où il va. Et il va s'intégrer n'importe où, et en allant s'intégrer n'importe où, il va provoquer des mutations chez l'enfant, et notamment, il va réveiller des gènes de cancer et des enfants traités pour thérapie génique qui développent des leucémies. Donc c'est pas du tout au point, et les grandes promesses de la thérapie génique qu'on nous fait depuis 25 ans, mais en fait ça ne marche pas pour ces raisons-là. Et bien là, on va pouvoir cibler. C'est-à-dire qu'avec ces techniques, au lieu de mettre que le gène étranger, que la modification génétique se fasse n'importe où, sans qu'on puisse le contrôler, on va pouvoir, avec précision, au niveau moléculaire, au niveau de l'ADN, au niveau des chromosomes, on va pouvoir dire, tiens, le gène étranger, je vais le mettre là. Et donc, évidemment, pour la thérapie génique, c'est peut-être un espoir. Parce qu'on va pouvoir remplacer le gène malade par le gène normal, et non pas mettre un gène normal à côté. On va remplacer la bougie cassée pour mettre une bougie neuve. On ne va pas mettre une bougie neuve à côté des 4 bougies qui sont cassées. Vous voyez? Donc là, on se dit, ça va peut-être mieux marcher. Parce que la bougie neuve, quand on ne sait pas où elle va, elle va peut-être casser une durite, et donc, en croyant réparer à un côté, on va casser quelque chose de l'autre. Là, donc, je ne dis pas que tout est acheté dans ces techniques, hein. Ça peut être des super outils pour la recherche fondamentale, pour comprendre comment ça marche, et notamment dans le domaine médical. Peut-être que là, ça va donner un nouvel élan à la thérapie génique, ça va permettre peut-être, effectivement, de donner de nouveaux espoirs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tenter, je pense que tout le monde est d'accord que quand des enfants sont gravement malades comme ça, il faut tout tenter pour essayer de les sauver. Malheureusement, c'est qu'on a mis toutes les billes dans le même panier depuis très longtemps, c'est la thérapie génique, et qu'il y avait certainement autre chose à imaginer. Mais en tout cas, ça, c'est un nouvel espoir. Sauf que là, on nous dit, bah, super, on va faire des OGM, qui vont être extrêmement précis, parce que le gène étranger qu'on met dans la plante, on ne sait pas où il va se mettre n'importe où dans les chromosomes de la plante, là on va pouvoir choisir l'endroit où il va aller. Et on nous dit du coup, c'est tellement précis, que eh bien, ce ne sera plus la peine, ça ne peut pas être considéré comme des OGM le résultat, et donc ce ne sera plus la peine d'évaluer ça comme des OGM. Ça, c'est tout le débat qu'il y a actuellement, et dont l'Europe doit prendre une décision en juin prochain. Le Haut Conseil des biotechnologies, le HCB, vient d'émettre un rapport qu'on appelle un premier avis. Sous-entendu, il va y en avoir d'autres. Il y a 5 ou 6 scientifiques dans le panel scientifique du HCB qui a discuté de ça. Il y a un scientifique de l'INRA qui s'appelle Yves Berthaud, qui a émis un avis contraire aux autres, qui a dit non, ça peut être... C'est que cette technique, qu'elle soit plus précise à l'échelle moléculaire, ça ne change rien. Globalement, on sera incapable de maîtriser les conséquences à l'échelle de l'organisme entier dans son environnement, et donc ça doit être considéré comme des OGM, eh bien on a écarté son avis. C'est pour ça que le 6 avril, devant l'Assemblée nationale, il y a une manifestation pour venir dénoncer donc, le dysfonctionnement du HCB qui écarte le scientifique qui met un avis contraire de celui que l'on veut. Voilà. Et donc, oui. On a écarté le chercheur, c'est qui? C'est le HCB, le conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Dans leur rapport, ils n'ont pas tenu compte de l'avis divergent qui était l'avis de Yves Berthaud. D'accord? Donc, et ils ont dit, ces nouvelles techniques qui vont conduire ne vont pas conduire à des OGM. On ne pourra pas considérer que les produits de ces technologies seront des OGM, parce que ces technologies sont beaucoup plus précises. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand on dit que c'est plus précis, c'est uniquement à l'échelle de la molécule d'ADN. À l'échelle de la molécule, à l'échelle de l'opération moléculaire qu'on a fait dans l'éprouvette. Oui, c'est plus précis, ça ne va pas aller n'importe où, ça va aller à un endroit beaucoup plus précis. On va contrôler l'endroit où ça va aller. Mais à l'échelle de l'organisme tout entier, replacé dans son contexte, dans son environnement, c'est toujours une modification génétique dont on sera incapable de prévoir les conséquences à moyen, à court et à long terme. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on dit que c'est plus précis, on est dans une vision toujours simpliste du vivant et totalement mécanistique, où on considère que les gènes sont des entités indépendantes, qu'il n'y a pas d'interaction entre tout ça, que quand on fait une modification ici, ça n'a pas d'impact à côté, etc. Ce qui est évidemment faux. Le vivant, c'est une complicité extraordinaire, tous les gènes interagissent entre eux, et les interactions, on n'en connaît pas le millième ou le 100 millième ou le milliardième,
Et donc, on prétend que parce qu'on aura fait une modification à l'endroit qu'on a voulu, eh bien, il n'y aura pas de conséquences ailleurs. Donc, dire qu'au prétexte que c'est plus précis que la transgénèse classique, ça ne va pas conduire à des OGM, et ça ne doit pas être considéré comme tel, et donc ça doit sortir, comme les plantes mutées, du champ d'application de la directive européenne, c'est-à-dire en faire des OGM cachés, de fait, c'est vraiment nier la complexité du vivant. C'est notamment ce que dénonce Yves Berthaud, qui a été écarté, dont l'avis a été écarté par le Conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, par le comité scientifique. Donc voilà, ça c'est l'actualité, hein, les nouvelles techniques. C'est maintenant qu'on doit tous se mobiliser contre ça, parce que c'est au mois de juin que va être prise la décision au niveau de l'Europe. Et si jamais l'Europe prend la décision que ces techniques ne conduisent pas, que les produits de ces techniques ne sont pas des OGM, eh bien, tous ces produits ne seront pas évalués, les gens qui les cultivent, les plantes issues de ces technologies, n'auront pas à déclarer les parcelles, etc. Et on retombe dans la même problématique que les plantes mutées, le tournesol, le colza, qui échappent au champ d'application de la directive européenne. Ça veut dire qu'en fait, on aura des OGM partout qui ne disent pas leur nom. Donc la bagarre, elle se joue maintenant. Et ça, c'est extrêmement important. Alors il y a toute une mobilisation aujourd'hui autour de ces technologies, mais comme c'est compliqué à expliquer, parce qu'on rentre effectivement, si on rentre dans la technique, j'aurais pu vous faire des supports visuels pour vous expliquer ces techniques, mais bon, je ne voyais pas trop l'intérêt. Parce que bon, c'est des techniques un peu plus précises à l'échelle moléculaire que les autres, mais à l'échelle de l'organisme entier, on a toujours fait une modification génétique, et en fonction de la modification qu'on a faite, du gène étranger qu'on a mis, etc., ben on ne saura toujours pas ce que ça fait, parce que la biologie, c'est une science empirique. Quand on croise du maïs avec du maïs, ça fait du maïs. Quand on met un gène de bactérie dans du maïs, on ne sait pas ce que ça fait parce qu'on n'a pas le recul. Voilà. Et que, oui, François. Donc le 6, c'est une demande à l'Assemblée nationale de prendre position et de mettre Yves Berthaud comme... Ouais, c'est pour dénoncer le dysfonctionnement du HCB et pour alerter nos élus sur le fait que l'avis sur lequel ils vont s'appuyer n'est pas un avis qui représente toute la diversité des opinions scientifiques. À quelle heure c'est pour vous ? Je ne sais plus, je crois que c'est en après-midi, mais je ne sais plus. Je pourrais vous faire passer l'annonce en l'envoyant à toi, François, ou à Jacques Dorios, et pour que... Voilà, mais en tout cas, c'est à Paris, le 6 qui doit être mercredi, hein, le 6 avril, voilà. Donc ça, c'est un aspect des choses, hein, mais c'est extrêmement important parce que, évidemment, il va y avoir les élus des différents pays qui vont donner un avis sur la base de leur commission, de leur comité scientifique spécialisé, qui en France est le HCB. Ça va remonter à Bruxelles. Bruxelles va s'inspirer des avis des différents États, etc. Et il y a une décision qui va être prise. Et cette décision, ce sera beaucoup plus facile d'y revenir une fois qu'elle aura été prise que de l'influencer dans le sens que l'on veut, c'est-à-dire que ce soit vraiment considéré comme étant bien des OGM. Donc on est un certain nombre de scientifiques à se mobiliser là-dessus pour dénoncer. Moi j'ai moi-même fait un rapport là-dessus sur la base de la note du conseil scientifique du HCB pour dénoncer les lacunes qui étaient dans cette note et le fait qu'on avait une vision totalement réductionniste du vivant. Voilà, on se réunit bientôt avec un certain nombre de personnes, notamment Patrick de Cocheco, Guy Kassler, etc., à InfoGM pour faire une table ronde là-dessus et pour essayer de voir comment on peut agir au niveau, faire en sorte que les avis divergents soient entendus au niveau de l'Europe ou au niveau du pays. Mais voilà, donc il y a une mobilisation qui est urgente parce que les délais sont courts, hein, et c'est quelque chose dont on entend très peu parler parce qu'on joue sur la complexité. Hein, il faut bien voir en plus qu'avec cette histoire, on risque de banaliser l'OGM, parce que s'il y a de l'OGM partout, on va banaliser l'OGM. Et ça, c'est extrêmement important parce que les semenciers ne cherchent que ça, qu'on banalise l'OGM. Vous savez, quand on a voulu descendre le seuil de 0,9 à 0,1% pour dire que ce ne sera plus à partir de 0,9 qu'on dira que c'est OGM, mais à partir de 0,1, Monsanto était content. Et quand Monsanto est content, il faut s'interroger. Il était content pourquoi? Parce que la pollution endémique, elle est de 0,3. Donc si on passe à 0,1, ça veut dire que tout est étiqueté OGM. Et en plus, tous les agriculteurs qui ont fait l'effort d'être non OGM, qui sont en dessous des 0,9, si demain on passe brusquement à 0,1, tous leurs efforts ne sont pas récompensés puisqu'ils vont se retrouver au-dessus du 0,1, c'est-à-dire OGM. Et donc ces gens-là sont pénalisés, et en plus on banalise OGM parce que du coup tout sera étiqueté OGM. Et la banalisation, c'est le meilleur moyen de faire accepter. L'acceptation sociale passe par la banalisation. Donc ça, c'est vraiment important également d'avoir ça à l'esprit et de faire attention à ce que ces technologies ne soient pas considérées comme conduisant à des produits qui ne sont pas des OGM. Excusez-moi, il y a quelqu'un... Oui. Madame. Est-ce qu'on connaît les avis des comités des autres pays? Bonne question. Je ne les connais pas personnellement. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'avis, mais vu comment se comportent les organismes d'évaluation allemands, par exemple,
vis-à-vis du glyphosate. Je vais y venir dans un instant, du Roundup. C'est pas la même chose, hein, glyphosate et Roundup, mais je vais y venir. On a fort à penser que ça va aller dans le sens d'une banalisation également. Hein. Je ne vais pas leur faire un procès d'intention, mais c'est fort probable. En tout cas, il y a vraiment, je ne dis pas que ça va être le cas de tous les pays, mais vous savez qu'en plus, au niveau de l'Europe, tous les pays n'ont pas le même poids. Hein, c'est fonction de leur population, etc. Donc il y a un facteur de correction. Il faut une majorité qualifiée, mais la majorité qualifiée, c'est, je crois, je ne sais plus, 62, 66%. 66%, mais ce n'est pas 66% de 28. Hein, l'Allemagne et la France ont un poids beaucoup plus fort que les petits pays de l'Est, parce que ça tient compte il y a un facteur de correction lié à la population du pays. Donc si l'Allemagne et la France votent dans le même sens, ça a beaucoup plus de poids, et ça peut faire inverser des votes contraires de plusieurs petits pays. Donc c'est vraiment important. Hein. Voilà. Ce serait bien aussi de voir s'il n'y a pas des alliances possibles. Oui, mais avec l'Allemagne, je doute, parce que c'est le BFR qui va s'occuper de ça, l'agence BFR, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et l'agence BFR, alors là, à chaque fois, et on va le voir pour le Roundup dans un instant, puisque le Roundup est en cours de réautorisation aussi, enfin le glyphosate, le principe actif du Roundup, et l'Allemagne a dit, il n'y a pas de problème, il faut réautoriser, hein, voilà, alors qu'il y a plein d'études scientifiques qui sont en train de montrer que que le Roundup est 1000 fois plus toxique que le glyphosate. Hein. C'est son principe actif tout seul. Mais je vais y venir dans un instant. Donc voilà. Donc ça c'était pour... Je voulais vous brosser un petit peu le tableau sur les OGM. Alors je ne suis pas là ce soir pour que vous déprimiez. Mais voilà, malheureusement... oui, mais la réalité elle est comme ça. Hein. Je vais essayer de terminer sur une note positive à la fin, quand même. Ah oui, à la fin c'est mieux pour terminer. Donc... oui. Je m'en vais, je reviens à la fin. Donc ça c'était donc ce que je voulais vous dire sur la question des OGM. Alors où en est-on pour les OGM, pour en terminer vraiment avec les OGM là, où en est-on? Alors c'est compliqué, Jacques me faisait la remarque, il a essayé de vous en parler tout à l'heure, la situation un petit peu au niveau de l'Europe. C'est compliqué parce qu'il y a une réglementation qui a changé. Vous savez qu'avant c'était encore toujours le cas, mais c'est l'Europe qui décide d'autoriser au niveau communautaire la commercialisation d'un produit OGM, que ce soit la culture ou que ce soit la consommation animale ou humaine. Et ensuite, quand un pays voulait s'opposer à l'autorisation à la culture d'un OGM autorisé au niveau communautaire, ben, il faut qu'il dépose un moratoire. Donc il se saisit de l'article 23 de la directive 2018, qu'on appelle la clause de sauvegarde, et il dit, voilà, moi, c'est ce qu'a fait la France avec le maïs Monsanto 810, je veux mettre un moratoire sur la culture de ce maïs, mais il fallait prouver, donner la raison à l'Europe. Et la raison, c'est en général des nouvelles études scientifiques qui remettent en cause l'innocuité sanitaire environnementale et qui n'avaient pas été prises en considération lors de l'évaluation il y a 10 ans par exemple, parce que ces études n'existaient pas il y a 10 ans. Alors la France a fait ça pour le Monsanto 810, à chaque fois on lui a dit « Ah, mais les nouvelles études dont vous parlez ne sont nullement, ne remettent nullement en cause l'innocuité sanitaire environnementale, donc votre moratoire est cassé. » La France en a redéposé d'autres, etc. Vous connaissez l'histoire, aujourd'hui on a toujours un moratoire. Mais c'est compliqué. Alors maintenant, l'Europe dit, bah, écoutez, maintenant ce sera beaucoup plus simple. Un pays aura le droit d'interdire la culture d'un OGM autorisé par l'Europe sans avoir à se justifier. Alors ça peut paraître quelque chose de positif. Sauf que, évidemment, ça donne les mains libres à l'Europe pour autoriser. Puisque les pays, vous avez le droit de vous y opposer a posteriori, vous n'avez pas de raison de nous empêcher d'autoriser puisque vous pouvez vous y opposer. D'accord? Et donc l'Europe a par exemple autorisé 19 OGM, là, d'un bloc, à la commercialisation, non pas pour la culture, mais pour l'importation animale ou humaine. Consommation animale ou humaine. Sur les 19, il y a 17 plantes alimentaires. Et 2, ce sont des œillets. La fleur, hein, l'œillet. Donc, les 17 autres sont les plantes alimentaires, dont je crois, sur les 17, 11 de Monsanto et 6 de Bayer ou Syngenta. Bon, voilà. Autorisé à l'importation. Et le problème, c'est que oui, un pays pourra s'y opposer. Mais, avec le TAFTA, parce que tout est lié, si le TAFTA passe, le TAFTA donnera la possibilité au pays, à l'industrie, à la firme qui a produit le maïs ou le colza, c'est vrai pour les plantes, mais c'est vrai pour d'autres domaines, bien sûr, hein, de se retourner contre le pays en disant « Vous vous opposez à quelque chose qui a été autorisé au niveau communautaire, au niveau de l'Europe, donc vous nous occasionnez un tel manque à gagner, et donc on demande réparation. » Ça veut dire que, en fait, l'Europe qui malgré tout servait de bouclier, parce qu'il fallait se justifier au niveau de l'Europe, mais ça marchait aussi dans l'autre sens, c'est quand même l'Europe qui avait des comptes à régler au niveau du pays exportateur.
Aujourd'hui, l'Europe ne jouera plus ce rôle de bouclier. Ça veut dire que si la France s'oppose à la commercialisation d'un OGM autorisé au niveau communautaire, elle devra rendre des comptes à la firme Monsanto, ou à la firme Bayer, ou à la firme Syngenta, qui pourra s'attaquer à la France en demandant des réparations, des dommages et intérêts pour le manque à gagner. Et en plus, la seule justification scientifique qui pourra être donnée à l'entreprise, c'est là que c'est vicieux, c'est que l'entreprise se retournera contre le pays, par exemple la France, qui s'oppose à un OGM autorisé au niveau de l'Europe. Par contre, si la France, pour se défendre, veut mettre en avant des études scientifiques qui remettent en cause l'innocuité sanitaire environnementale, ça n'aura pas de valeur, parce que la seule valeur qui aura scientifiquement, enfin le seul organisme qui aura un poids scientifique dans la réglementation sera l'organisme européen, c'est-à-dire l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Donc c'est vraiment extrêmement pervers. Là non plus, c'est pas fait pour remonter le moral, mais c'est la triste situation. D'accord ? Et il y a aujourd'hui, bien sûr, un certain nombre d'OGM qui font pression au niveau de l'Europe pour qu'ils soient autorisés à la culture commerciale. Et là, je parle d'OGM transgéniques, c'est-à-dire qu'ils sont bien reconnus comme des OGM sur le plan juridique, puisque les autres, ça ne pose pas de problème, ils sont autorisés de toute façon, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des OGM sur le plan juridique. Mais les plantes transgéniques, il y en a un certain nombre, de Syngenta, de Monsanto, etc., qui aujourd'hui font pression au niveau de l'Europe pour qu'ils soient autorisés au niveau communautaire. Donc aujourd'hui, on n'a que le maïs transgénique Monsanto 810, qui est un maïs insecticide, mais demain, on va peut-être en avoir d'autres. Et donc, même si la France continue à s'y opposer, au risque de devoir rendre des comptes à l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, si demain, je ne sais pas, imaginez que demain la gauche arrive au pouvoir, on peut très bien avoir un gouvernement de gauche, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, qui dit moi je suis pour les OGM. S'il y en a 5 d'autorisés à la culture, au niveau communautaire, ces 5 pourront être cultivés par les cultivateurs en France. Voilà. Et donc, ou alors la France fera qu'elle s'y oppose, mais en prenant les risques, et si le gouvernement ne veut pas prendre ces risques, il dira on les accepte. Et si on les accepte, il y en a autant qui pourront être cultivés en France que d'OGM autorisés au niveau communautaire. Donc c'est un système extrêmement pervers, et on est donc dans cette situation-là aujourd'hui. Là, c'est toujours pas bon pour le moral. Donc maintenant, j'en viens à la question des pesticides, qui, vous l'avez compris, sont intimement liés à la question des OGM, puisque quasiment la totalité des OGM, en tout cas transgéniques, mais également les plantes mutées, tournesol, colza, sont des VRTH, des variétés rendues tolérantes aux herbicides. Ça veut dire encore une fois que c'est pas fait pour diminuer la quantité d'herbicides, puisque si ces plantes sont rendues tolérantes aux herbicides, c'est pour pouvoir le pulvériser sans risquer de tuer la plante. Et le fait est qu'on en pulvérise de plus en plus, et donc on est exposé de plus en plus à ces herbicides. L'herbicide le plus utilisé au monde, vous le connaissez, c'est le Roundup. Principe actif, chez la plante, le glyphosate. Il faut savoir que ces herbicides sont évalués uniquement sur leur principe actif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des études à 3 mois sur 3 espèces animales, c'est la directive 91-414, qui légifère sur l'autorisation des pesticides en agriculture, et qui dit que pour qu'un pesticide soit autorisé, il doit avoir suivi des tests à 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le 3e n'étant pas un rongeur, plus des tests à 2 ans sur le rat, en plus des tests à 3 mois, parce que 2 ans c'est la durée de vie d'un rat, ça permet donc de voir les effets tout au long de la vie, c'est-à-dire les effets chroniques, alors qu'à 3 mois on ne voit que les effets aigus. Mais il faut savoir que ce n'est que le principe actif qui est testé à 2 ans. La formulation commerciale, elle est testée qu'à quelques jours. Et notamment, c'est l'Allemagne qui a évalué le Roundup, l'agence dont je parlais tout à l'heure, et cette agence a testé le glyphosate à 2 ans. Quand on a demandé les données brutes de l'évaluation du Roundup, l'ANSES, on a un courrier, nous, au CRIGEN, le comité de recherche d'information indépendante sur l'hygiène génétique, on a un courrier au CRIGEN, on a sollicité l'ANSES, le directeur de l'ANSES nous a envoyé un courrier dans lequel il reconnaît que ces données n'existent pas parce qu'elles n'ont pas été faites. C'est-à-dire que le Roundup n'a jamais été évalué à 2 ans, il a été évalué à quelques jours. Ce qui est à évaluer, c'est le glyphosate. Or, le glyphosate tout seul est très peu herbicide. D'abord, personne ne pulvérise du glyphosate pur. Pas l'agriculteur et pas le jardinier du dimanche. Ce qu'on pulvérise, c'est une formulation du glyphosate plus des adjuvants. Cette formulation, toutes les études montrent qu'elle est 100 à 1000 fois plus toxique que le glyphosate seul. Des études qui ont été faites sur des cellules animales, des cellules humaines,
qui ont été faites sur différents organismes modèles, des poissons, des microbes, etc. Moi-même, je viens de publier une étude qui va sortir là dans les jours qui viennent, qui en est acceptée, où je testais l'effet du Roundup sur un champignon du sol sur lequel je travaille, que j'utilise comme un marqueur du sol. Et en fait, le Roundup tue 50% de champignons, ce qu'on appelle la dose létale 50, c'est-à-dire la dose qui tue à 50%. Le Roundup tue 50% de ce champignon à une dose 100 fois inférieure à la dilution agricole. Mais quand je mets du glyphosate, ça ne fait quasiment aucun effet. Il faut que j'atteigne des doses beaucoup plus élevées, 100 fois plus élevées, beaucoup plus élevées même que la dose agricole, que la dose de l'équivalent du glyphosate qu'il y a dans la quantité de Roundup que l'agriculteur pulvérise, pour commencer à avoir une chute de mortalité, une chute de survie, donc un début de mortalité chez mon champignon. Donc, et ça a été vu chez tous les organismes. C'est-à-dire que le Roundup est 100 à 1000 fois plus toxique que le glyphosate. Ça vaut pour le Roundup, ça vaut pour tous les pesticides. L'équipe Serralini a fait des tests sur les cellules animales avec 9 pesticides, 3 herbicides, 3 fongicides, 3 insecticides. Sur les 9, il y en a 8 dont la formulation est 100 à 1000 fois plus toxique que le principe actif. Et il n'y a que le principe actif qui est évalué. Donc aujourd'hui, le Roundup, oui. Est-ce que sur du Roundup, il y a marqué la composition, ce qu'on a ajouté qui est Non. blanc, il n'est pas marqué dessus. On arrive à savoir, on finit par savoir certains adjuvants qui sont rajoutés, comme par exemple le POEA. Mais ils ne sont pas mentionnés. Mais ils ne sont pas mentionnés. Et en plus, d'une formulation de Roundup à une autre, vous n'avez pas les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, le Roundup, vous avez... Moi, je travaille avec le Roundup Grande Culture, GT+, qui est du 450 grammes de glyphosate par litre. Vous avez du 350 grammes par litre, vous avez du 300 grammes par litre, vous avez du 250 grammes par litre. Et en fonction des formulations, vous n'allez pas avoir les mêmes adjuvants. Il y a quand même un adjuvant qui est commun quasiment à tous, qui s'appelle le POEA, qui est en fait une graisse oxydée de porc, et qui facilite la pénétration du glyphosate à l'intérieur des membranes de la cellule. Donc pour que le glyphosate puisse rentrer et faire son action d'herbicide dans la cellule de plant, il lui faut cette aide-là. Et c'est vrai aussi dans nos cellules animales, dans nos cellules humaines. S'il n'y a pas ces agents-là, ça pénètre beaucoup moins, et donc c'est beaucoup moins toxique. Et en plus, ces agents-là ont leur propre toxicité, et une toute dernière étude qui vient d'être publiée, également par l'équipe Serralini, là il y a quelques semaines, a montré que le POEA a un effet perturbateur endocrinien beaucoup plus important que le glyphosate. Le glyphosate a un effet perturbateur endocrinien, mais le POEA, beaucoup plus. Perturbateur endocrinien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça perturbe les hormones sexuelles, notamment, qui ne sont pas les mêmes dans les deux sexes. Et ça, c'est extrêmement vicieux, parce que la particularité des perturbateurs endocriniens, c'est que ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la durée. C'est-à-dire quelqu'un qui est exposé à une forte dose ponctuellement, ce sera beaucoup moins grave que quelqu'un qui est exposé à des faibles doses très longtemps. Parce que ce sont des molécules très stables, et la faible dose prise aujourd'hui va s'accumuler avec celle d'hier, avec celle d'avant-hier, avec celle d'il y a un mois, avec celle d'il y a un an. Parfois même, la durée de vie peut être de plusieurs années, jusqu'à 10 ans. Et donc, vous accumulez à chaque fois ces doses. Et donc, évidemment, on va vous dire, mais la dose journalière admise, la dose que vous avez absorbée chaque jour, est inférieure à la DJA, la dose journalière admise. Donc, tout va bien. Mais ça n'a aucun sens avec les perturbateurs endocriniens. La DJA n'a aucun sens avec les perturbateurs endocriniens. Et bien, ce qui a été montré, on savait que le glyphosate était perturbateur endocrinien. Le POEA est beaucoup plus perturbateur endocrinien que le glyphosate. C'est-à-dire que non seulement il y a un effet synergique qui fait que la toxicité est plus grande, mais les adjuvants ont leur propre toxicité. Eh bien, toute la question au niveau de l'Europe aujourd'hui, puisque là encore, d'ici le mois de juin, doit être réautorisé le Roundup, enfin le glyphosate, parce qu'en fait, il résonne toujours en termes de glyphosate, alors qu'on devrait raisonner en termes de Roundup. Eh bien, toute la question est d'obliger les scientifiques, qui vont donner leur avis, donc à l'Agence notamment européenne de sécurité alimentaire, etc., de prendre en compte les adjuvants. Il y a eu une audition au niveau européen il n'y a pas très longtemps. Je pense que José devait en être, j'imagine, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait des scientifiques qui étaient, dont Robin Ménage, qui est un ancien étudiant de Gilles-Éric Serralini, qui est maintenant devenu un chercheur à part entière et grand spécialiste de ces questions, et qui est venu exposer au niveau de l'Europe, du Parlement européen, justement, le fait que le POEA, le fait que les adjuvants étaient beaucoup plus toxiques que le glyphosate lui-même, et qu'en tout cas la formulation commerciale était beaucoup plus toxique. Et donc il fallait prendre en compte dans la réautorisation ou pas du glyphosate la toxicité des adjuvants. Alors c'est pas gagné, parce que l'agence allemande, qui avait donné la première autorisation, a redonné la même autorisation, en disant il n'y a pas de problème, le glyphosate, le CIRC, vous savez, le Centre international sur la recherche du cancer,
a déclaré le glyphosate comme cancérigène probable. Hein. Alors là encore, eux, ils font une confusion. Ils disent glyphosate. Et ils commencent leur rapport en disant, c'est en anglais, mais ils commencent leur rapport en disant Roundup est le nom commercial du glyphosate. Non, le Roundup n'est pas le nom commercial du glyphosate. Le Roundup est une formulation, un mélange dans lequel il y a le glyphosate et autre chose. Donc ils font eux-mêmes la confusion. Et puis quand le cirque déclare aujourd'hui que le glyphosate pourrait être cancérigène, c'est bien, mais c'est tard. Parce qu'avant les études Serralini, il y a eu les études de Robert Bellet à Roscoff, qui travaille sur un modèle très utilisé pour étudier le cancer, qui est les œufs d'oursin. Et en fait, ils ont montré que le Roundup, il avait publié ça il y a déjà plusieurs années, que le Roundup avait un effet perturbateur des protéines qu'on appelle des cyclines, donc parce qu'elles interviennent de manière cyclique dans le cycle cellulaire, dans la division cellulaire. Et quand ces cyclines sont perturbées, eh bien le cycle s'emballe, ça fait des cellules qui se multiplient de manière anarchique, ça fait une tumeur, éventuellement un cancer. Donc il avait dit, étant donné que ces protéines cyclines sont très conservées dans tout le règne du vivant, et donc elles sont conservées de l'oursin jusqu'à l'humain, si ça fait ça chez l'oursin, ça peut faire ça chez l'humain, et donc il avait alerté, mais il n'avait pas fait comme Serralini en saisissant les médias, le Crigène, etc., où on a saisi les médias pour avoir un impact grand public. Lui s'est contenté d'aller alerter auprès du CNRS, c'est-à-dire son institution. Et le CNRS a dit « oui, mais ces sujets sont très polémiques, on ne va pas trop parler de ça. » Voilà. Et donc ça a été étouffé. Il le dit dans le film de Marie-Monique Robin, Le Monde sur le Monsanto, parce qu'à l'époque déjà, il était proche de la retraite, il avait commencé à parler. Mais il n'avait pas osé médiatiser complètement, et donc du coup, il avait juste alerté son institution. Et donc en fait, ces études, on se dit, sont accessibles pour les scientifiques, et donc le cirque aurait dû s'en emparer depuis longtemps pour dire oui, c'est un cancérigène probable, on le savait depuis longtemps. Mais ce n'est pas le glyphosate tout seul, qui peut peut-être l'être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la formulation commerciale qui a été utilisée, qui est le Roundup. Eh bien, aujourd'hui, l'agence allemande dit non, on n'est pas d'accord avec le cirque qui a dit que le glyphosate serait un cancérigène probable. Nous, on ne voit pas ça, et donc on considère que le glyphosate peut être réautorisé sans problème. Et ils ne prennent pas en compte les adjuvants. Donc on en est là aujourd'hui. Donc là encore, il y a une pression très forte à mener au niveau citoyen. Je ne sais pas comment, après, quelle forme elle peut prendre, mais c'est extrêmement important qu'il y ait une forte mobilisation. Surtout qu'il y a eu, vous l'avez sans doute vu, Cache Investigation avec Élise Lucet, qui a vraiment catalysé auprès des citoyens donc, ces questions-là. Et je crois qu'il faut qu'on profite de cet effet d'aubaine, en quelque sorte, pour pouvoir enfoncer le clou et exiger que ce qui soit réévalué, c'est la formule commerciale et non pas le glyphosate seul, parce que c'est le meilleur moyen que le glyphosate soit réautorisé, et donc qu'on se retrouve. Et je peux vous dire, dans la publication que je viens de publier, je montre que le glyphosate est beaucoup moins toxique que le Roundup, mais ce n'est pas ce qui est central dans ma publication. Ce qui est central dans ma publication, c'est que je montre que le Roundup a des effets multiples sur le champignon du sol, et je mets en évidence un nouvel effet qu'on n'avait jamais vu sur les cellules animales, sur le métabolisme énergétique. On avait vu des effets sur le métabolisme énergétique des cellules animales, mais moi j'en trouve un nouveau, spécifique, qu'on voit chez le champignon. Donc c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est central. Eh bien, les gens qui ont expertisé l'article pour donner l'autorisation à la publication, j'ai soumis le 4 septembre, ça vient d'être accepté, ça a mis plus de 6 mois. 4 reviewers, normalement il y en a 2, j'en ai eu 4. Et il y en a un qui a fait systématiquement obstruction, en disant « mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que le Roundup est plus toxique que le glyphosate, etc. » Donc on a fort à penser que ce reviewer, il a quelque chose à voir avec ce qui va se passer au niveau de l'Europe, l'autorisation. Parce que toute publication qui vient enfoncer le clou en disant le Roundup est plus toxique que le glyphosate, évidemment, ça met les choses de notre côté. Donc voilà, bon, finalement, moi j'ai saisi l'éditeur en chef qui a tranché, qui a reconnu que ce reviewer était incohérent dans ses argumentaires et qui a tranché en disant j'autorise la publication. Ça n'a pas été simple, plus 7 mois, donc vous vous rendez compte. Et tout ça alors que ce n'est pas du tout la conclusion centrale, c'est une conclusion annexe de mon étude, ce n'est pas la conclusion principale. Donc vous voyez à quel point ça... Et moi, ce n'est pas sur les cellules animales, c'est sur un champignon du sol. Donc, évidemment, ça a son importance, puisque ce champignon, il est exposé aux pulvérisations, et c'est un baromètre de ce qui peut passer sur la vie du sol, donc c'est très important, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a des enjeux énormes autour de ça, et donc on est, là encore, au cœur de l'actualité, avec cet aspect herbicide. Oui, François. Le colloque que tu as organisé le 12 novembre avec des collègues de différents continents, est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent au niveau des lanceurs d'alerte sur une recherche un peu pour doubler un peu
ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de souci, est-ce qu'il y a des équipes Oui, alors, François fait allusion à un colloque international que j'ai organisé, enfin que nous avons avec notamment l'association Génération Future, organisé à la fac d'Orsay où je travaille, un colloque international sur l'évaluation et la réglementation des OGM et des pesticides. Alors ce colloque a été organisé dans le cadre du projet de recherche que je coordonne, qui est un projet de recherche participatif, c'est-à-dire entre chercheurs et citoyens, financé par la région Île-de-France, qui s'appelle les projets PICRI, Partenariat entre institutions et citoyens pour la recherche et l'innovation. Et donc le partenaire institutionnel, c'est mon université à travers mon labo et un certain nombre d'autres entités de l'université, et le partenaire associatif, c'est Génération Future et le CRIGEN. Et donc avec Génération Future et le CRIGEN, on a organisé un colloque international dans le cadre de ce projet qui s'est terminé fin 2015 et dont on est en train de sortir les publications. Donc la publication dont je viens de vous parler, c'en est une, il y en a 4 autres qui vont arriver. Et on vient d'en publier 2 en fait, mais l'autre est une publication technique qui n'a pas trop d'intérêt pour nous, enfin, mais c'était important pour la suite. Et donc dans le cadre de ce colloque, dans le cadre de ce projet, il était prévu qu'on organise un colloque. Et notamment François était intervenu dans l'une des tables rondes parce qu'on avait fait 3 sessions scientifiques et chaque session scientifique était suivie par une table ronde où on abordait les aspects sociétaux. Et François était intervenu avec Marc Dufumier, Joël Spirou, médecin, et Maria Pelletier, présidente de Génération Future et qui dirige une coopérative de farine bio, et qui sont intervenus sur la question de quelle agriculture et quelle alimentation demain. Donc François, comme tous les autres intervenants, ont fait des magnifiques interventions que vous pouvez retrouver sur un site que je vais vous donner, qui s'appelle picri-ogm.fr, donc http www, ça c'est toujours pareil, picri-ogm.fr, et vous pouvez trouver notamment la vidéo de François et de Marc Dufumier, de plein d'autres, parce qu'en parallèle du colloque, et on avait préparé une petite salle à côté qui ressemblait à un petit studio, où étaient interviewés les intervenants qui avaient accepté de l'être. François en fait partie, et c'est super parce que dans le colloque, vous aviez un temps limité d'un quart d'heure d'intervention. Il n'était pas limité le temps pour la vidéo. Et certains, comme Marc Dufumier, en ont largement profité. Et vous avez quelque chose d'encore beaucoup plus complet que dans le colloque. Et donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller visiter ce site et à aller voir les différentes interviews. Vous trouverez des scientifiques, mais vous trouverez également des acteurs de la société civile, dont François, donc, qui sont intervenus. Donc François me demandait si à ce colloque, il y avait d'autres chercheurs qui qui avaient fait des études dans le même sens. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi en fait, tout ce qu'on est en train de publier là, c'est pour en réalité démonter le principe d'équivalence en substance. Le principe d'équivalence en substance, c'est le principe sur lequel s'appuie l'évaluation de tous les OGM dans le monde, qui revient à considérer qu'un OGM ne diffère de sa contrepartie non OGM que par la modification génétique et rien d'autre. Ce qui est une absurdité sur le plan scientifique. Et nous, on essaie de le démontrer en utilisant comme organisme modèle mon champignon du sol. C'est un peu notre rat de laboratoire à nous. Et donc on a fait un champignon OGM, champignon non OGM, champignon traité au Roundup, champignon pas traité au Roundup. Et alors que l'OGM ou le champignon traité au Roundup se porte comme un charme, c'est-à-dire qu'on a choisi des doses qui ne font pas d'effet à l'extérieur, on va voir tout ce que ça fait comme dégâts à l'intérieur, au niveau moléculaire, au niveau microscopique. Et donc ça, c'est la publication qui vient de sortir. Il y en a d'autres, donc je disais, qui arrivent. Et on avait invité notamment un chercheur brésilien et un chercheur suédois, qui ont des résultats qui vont dans le même sens et qui montrent par exemple que le soja GM tolérant au Roundup contient des doses de glyphosate et d'AMPA, qui est le produit de dégradation du glyphosate, supérieures à la DJA, et on considère que c'est équivalent en substance. Alors que, évidemment, il contient du glyphosate, le GM conventionnel n'en contient pas. Voilà, donc, et puis sur la question de la plus grande toxicité du Roundup du glyphosate, tous ces gens, c'est un résultat annexe de leur publication, mais l'ont montré également. Donc oui, on est nombreux, et puis je fais partie du réseau NCER, que j'ai cofondé en 2009, le réseau européen des chercheurs engagés scientifiquement et engagés socialement et environnementalement. Et bien ce réseau de chercheurs, on essaie justement de fédérer, et là actuellement, il y a une action menée au niveau du réseau NCER pour agir au niveau de l'Europe, pour dire que le glyphosate ne peut pas être réévalué si on ne tient pas compte des adjuvants, et pour dire que les nouvelles technologies conduisent à des OGM et que les produits doivent être évalués comme des OGM. Voilà. Maintenant, évidemment, on ne pèse pas lourd par rapport à tous les scientifiques qui sont dans le lobby et qui sont dans la Commission, dans l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Et vous savez que dernière actualité, vous ne le savez pas peut-être d'ailleurs, je vais vous le dire, mais il y a un projet européen qui a été lancé en 2011 pour savoir s'il était utile de faire des études toxicologiques à long terme, c'est-à-dire plus de 3 mois sur les OGM,
et s'il était utile vraiment de faire des études toxicologiques tout court. Et la conclusion de ce projet européen, qui s'appelle GRACE, c'est pas le GRACE de tout à l'heure c'était GRAS, là c'est GRACE. Ce projet européen dit que les études toxicologiques de long terme, ils ont fait 1 an seulement, pas fait 2 ans, et sur un seul maïs, le maïs Monsanto 810, disent que ces études n'apportent rien de plus que les études à 3 mois, donc pas la peine de les faire, et que les études à 3 mois n'apportent rien non plus de plus que la comparaison, c'est-à-dire l'équivalence en substance. Vous voyez, quand j'avais dit à Gilles-Éric Serralini, il faut qu'on combatte l'équivalence en substance en plus de faire des études toxicologiques, Gilles-Éric m'avait dit, non Christian, je ne pense pas que ce soit pertinent, il faut tout axer sur les études toxicologiques. Je lui avais dit, non, il faut tout attaquer par tous les bouts. Et l'équivalence en substance, on doit la démonter. Elle est utilisée uniquement comme une équivalence nutritionnelle, et on doit démonter l'équivalence en substance. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de nous dire, plus la peine de faire des études toxicologiques, l'équivalence en substance suffira. D'où l'importance de démonter le principe d'équivalence en substance. Et comme par hasard, qui sont les scientifiques qui coordonnent ce projet européen? Eh bien, ce sont des scientifiques qui sont rattachés à l'ILSI, International Life Science Institute, qui est l'association internationale de lobbying des firmes Monsanto, Bayer, etc. Et ce sont ceux qui étaient ou qui sont encore à l'Agence européenne de sécurité alimentaire, et dont José Bové avait dénoncé les conflits d'intérêts avec les boîtes, les firmes semencières. Donc voilà, on est vraiment là actuellement, ça prend... Il y a une tournure législative qui était extrêmement vicieuse, et évidemment, ça ne fait pas de bruit, ça ne se voit pas. Hein. Ce n'est pas comme des cultures de maïs transgénique, ça se sait, ça se voit, on a les détectives OGM qui en parlent, etc. Il y a des fauchages. Là, ça ne se voit pas, et donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'être informé de ça pour pouvoir lutter. Alors c'est sur un plan juridique, mais n'empêche que c'est sous la pression citoyenne que peuvent se faire l'orientation dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vraiment important que les citoyens qui sont engagés sur ces questions se mobilisent pour essayer d'en mobiliser d'autres et qu'il y ait vraiment un rapport citoyen important. Voilà, donc, et je voulais... La bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais oui quand même, où il est où Jacques? Il est là-bas. Combien de temps il me reste? J'ai le temps de parler du procès qui me concerne? Faux. Ouais. Bon, il vous en a parlé, Jacques? Oui, un peu. Oui, alors voilà. C'est la bonne nouvelle, ça? Non, mais vous allez voir pourquoi je considère moi que c'est une bonne nouvelle. Comment? Non, non, rien. Il reste 10 minutes, c'est ça? 10 000, on donne 10 000. Merci beaucoup. Même si vous ne me donnez rien, je vous en parle quand même. Donc, non, mais en tout cas, bon, Jacques a dû vous présenter les choses. On pourra en discuter si vous voulez sur l'aspect financier, mais c'est pas de ça que je vais vous parler là maintenant. C'est que ce procès, bon, ça fait longtemps que moi et d'autres nous sommes attaqués par un groupe de personnes qui font partie d'un blog qui s'appelle le blog des imposteurs. Alors les imposteurs, c'est pas eux, hein, selon eux, c'est nous. C'est-à-dire que voilà, ce sont des gens qui nous attaquent. Alors Serralini, Gouillon, Testard, Corinne Lepage, José Bové, François, moi, enfin, etc. Tous les gens qui sont un peu en vue sur ces questions sont attaqués par ces personnes. Et il se trouve que moi j'avais l'habitude de dire, bon, le chien aboie, la caravane passe, causez toujours. Et puis voilà, il se trouve qu'un jour on reçoit un coup de fil d'un journaliste qui nous dit, il appelle Pierre-Henri Gouillon et moi, et parce que j'avais fait une intervention avec Pierre-Henri Gouillon à l'école à AgroParisTech à Paris, et sur l'étude Serralini. Et je fais la conférence, puis Pierre-Henri Gouillon en rajoute une couche à la fin. C'était filmé, tout ça, ça a été posté, vous pouvez d'ailleurs trouver la vidéo, sur le site d'AgroParisTech. Et alors on a été diffamés par ces gens-là, mais vraiment attaqués violemment, Pierre-Henri et moi. Et ce journaliste nous appelle en disant, pourquoi vous vous laissez faire, pourquoi vous ne portez pas plainte? Et Pierre-Henri dit, vous croyez que ça mérite de porter plainte? Ben, il dit, écoutez, j'en connais qui ont gagné pour moins que ça. Et puis il se trouve que la femme de Pierre-Henri, la veille, lui dit, Pierre-Henri, j'en ai marre que tu te laisses salir comme ça. Et ma compagne, la veille, alors qu'on ne connaît même pas la femme de Pierre-Henri, me dit la même chose. Elle me dit, Christian, je ne supporte plus que tu sois sali de la sorte, etc. Bon. Et le lendemain, je vais en cours et des étudiants me disent, Monsieur Vélo, on a vu des choses pas sympathiques sur vous sur Internet. Et là, je me suis dit, ça quand même prend une mauvaise tournure. Et donc, j'ai décidé de porter plainte. Alors, on n'a pas porté plainte avec Pierre-Henri sur cette vidéo parce qu'il y avait prescription à dater de plus de 3 mois. Et la diffamation, c'est 3 mois la prescription. Par contre, j'avais été attaqué sur un article, mais là, j'étais attaqué tout seul, sur un article que j'avais fait dans Bastamag,
qui relatait mon témoignage au procès des faucheurs de Colmar, où je suis venu témoigner pour la défense, et ouais, non, je l'ai fait exprès. Des fois, quand j'ai une connerie à mes étudiants qui m'ont fait remarquer, j'ai dit c'était pour voir si vous suiviez. Mais voilà. Et donc j'étais allé témoigner en appel, parce que je n'avais pas témoigné en première instance, et donc j'ai pu témoigner en appel à Colmar. Et vous savez qu'à Colmar, on a gagné en appel. Alors, il va y avoir un nouvel appel, parce que bon, c'est un peu compliqué. Normalement, il n'y en a qu'un appel, mais là, on efface tout, on recommence. On avait gagné en appel à Colmar. Et dans cet article de Bastamaque, je relatais mon témoignage, parce que les attendus du juge, qui donnait la relaxe aux faucheurs, s'appuyaient en grande partie sur certains de mes arguments que j'avais développés à la barre, notamment sur le fait qu'ils considéraient que cet essai était illégal de par sa dangerosité. C'est bien sûr moi, en tant que scientifique, qui avait parlé de la dangerosité de l'essai de cette vigne transgénique génétiquement modifiée pour lutter contre un virus de la vigne qui s'appelle le cournouet. Et donc j'avais expliqué pourquoi cet essai était dangereux et pourquoi cet essai était non pertinent. Je vous raconte ça, ça va vous permettre de comprendre l'article que j'avais fait, puisque j'ai relaté dans l'article mon témoignage. Première chose, pourquoi c'est dangereux? Le cournouet, la vigne génétiquement modifiée pour lutter contre le cournouet, n'est pas une vigne pesticide. Ce n'est pas une vigne qui produit un insecticide, ce n'est pas une vigne qui tolère un herbicide. Donc ce n'est pas une vigne pesticide. Ça fait partie des 0,01% d'OGM qui ne sont pas des OGM pesticides. Mais c'est une vigne dans laquelle on a mis un gène de virus. Pourquoi? Parce que des gens de l'INRA se sont rendus compte, il y a 15 ans, il y a 20 ans, que lorsque une plante était victime d'une attaque virale, si elle en réchappait, elle était souvent vaccinée, comme nous d'ailleurs. Mais ça ne marche pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'elle était vaccinée, nous c'est parce qu'on a fabriqué des anticorps et on les garde en mémoire, et donc ces anticorps sont prêts à faire feu le jour où le nouveau virus attaque, donc on est vacciné. Là, c'est parce que, en fait, la plante, on s'est rendu compte que le jour où elle est attaquée par le même virus ou par un virus apparenté, eh bien, le fait qu'elle ait déjà été attaquée par ce virus il y a quelques années fait qu'elle est, dans un certain nombre de cas, devenue résistante. Elle est vaccinée. Et c'est ce qu'on appelle une vaccination génétique. Pourquoi? Parce que les chercheurs se sont rendus compte, sans en comprendre le mécanisme, mais se sont rendus compte que cette résistance acquise de la vigne était liée au fait, ou de la plante en général, c'est pas que les vignes, était liée au fait que le virus, vous savez, quand un virus nous infecte, que ce soit nous ou des plantes, il injecte son chromosome, c'est un tout petit chromosome, un virus, il l'injecte dans nos chromosomes quelque part. Et quand il a fini de se multiplier, parce qu'il détourne notre machinerie cellulaire qui prend le chromosome du virus comme si c'était le sien, et qui fabrique les protéines du virus pour multiplier le virus, et quand le virus s'est bien multiplié, qu'il a bien profité de nos cellules, eh bien, il se casse. Et parfois on en meurt, la plante en meurt. Si on n'en meurt pas, ben, il arrive que le virus, quand il part, il laisse un petit bout de gène à lui dans la plante. Et qu'on a vu que cette vaccination de la plante était liée, sans qu'on en comprenne toujours les mécanismes intimes, mais était liée au fait qu'il restait un bout de gène du virus, un bout d'ADN du virus dans le génome de la plante. Donc les chercheurs ont dit, ben, qu'à cela ne tienne, on va mettre volontairement un gène de virus dans la plante, et donc quand le virus va attaquer, le vrai, eh bien la plante sera vaccinée contre ce virus. Et bon, ça marche dans un certain nombre de cas. Et le problème, et l'INRA elle-même a publié là-dessus, en disant, ça pose quand même un problème, c'est que les virus ont une grande capacité à échanger leurs chromosomes entre eux, dès qu'ils se ressemblent. Hein? Ça s'appelle la recombinaison. Et ça fait des virus recombinants. Les virus recombinants, vous en avez entendu parler, c'est type H1N1 ou H5N1, recombinant entre grippe aviaire, grippe humaine, grippe porcine, grippe humaine. Pour ça, il faut que deux virus se rencontrent. Donc il faut que l'organisme soit infecté en même temps par deux virus. La probabilité d'être infecté par deux virus est beaucoup plus faible que d'être infecté par un. Sauf que si vous mettez déjà un gène de virus dans la plante, il en suffit d'un pour qu'il puisse échanger son ADN avec l'ADN étranger qu'on a mis volontairement dans la plante, qui est un ADN de virus. Et donc du coup, ces plantes deviennent des véritables réservoirs à virus recombinants. Et l'INRA a d'ailleurs publié là-dessus, y compris des gens de Colmar, pour dire qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, eh bien, les virus recombinants qui sont générés comme ça sont plus nocifs que les virus parentaux de départ. Et donc, finalement, ben, c'est peut-être pas vraiment une grande solution. Toujours est-il que moi, je souligne ça, je dis c'est très bien, on a mis une bâche dans le sol, parce que vous savez, le virus du cournouet, il est transmis au pied de vigne par un nématode, qui est un ver microscopique du sol. Le nématode vient becqueter le pied de vigne, il transmet le virus, et une vigne qui a atteint le virus du cournouet peut être très malade, etc. Et donc, pour pas qu'il y ait de propagation du nématode, ils avaient mis une bâche dans le sol. Vous voyez, donc ça c'est une super isolation, ils ont mis une bâche dans le sol,
Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Il n'y avait même pas de grillage au-dessus de l'essai pour empêcher les insectes de venir, les oiseaux, etc. Parce qu'évidemment, le virus qui va être généré dans la partie foliaire notamment. Et donc, ou dans les bois de la vigne. Et donc ça peut éventuellement être transporté. Donc il n'y avait pas d'isolement aérien, il y avait un isolement au niveau du sol. Moi je dénonçais que voilà, je dis quand on fait des OGM en laboratoire, on est tenu à un confinement en fonction de la dangerosité. Il y a différents niveaux de dangerosité, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Plus le chiffre est élevé, plus c'est dangereux et plus le confinement est contraignant. Niveau 1, c'est juste un labo fermé avec les fenêtres fermées, puis une petite hotte aspirante éventuellement s'il y a quelque chose de volatile, comme des spores d'un champignon par exemple sur lequel je travaille. Ou alors niveau 2, c'est une pièce fermée, vous rentrez en civil, vous mettez votre blouse à l'intérieur, vous commandez un robinet avec le genou, etc. Vous avez des surchaussons, vous enlevez les surchaussons, la blouse pour ressortir. Niveau 3, c'est combinaison de Tchernobyl, sas de dépressurisation. Niveau 4, je ne vous en parle même pas. Voilà, d'accord. Et puis là, on avait un essai niveau 0, qui n'existe pas, mais niveau 0, c'est en plein air. Bon. Alors, je dénonce ça. Voilà. Première chose. Et deuxième chose, je dis, voilà, cet essai n'est pas pertinent. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer une dame que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Madame Anne-Claude Leflève. Anne-Claude Leflève, elle nous a quittés, malheureusement. D'ailleurs, c'est une manière, à chaque fois que j'en parle, de lui rendre hommage. Femme absolument extraordinaire, viticultrice qui est morte prématurément d'un cancer, et qui était une viticultrice intensive, utilisait beaucoup d'herbicides, etc. Et puis elle a hérité de sa propriété il y a 25 ans. 24 hectares de vignes, 40 associés familiaux, 23 salariés, chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Gros truc, c'est un grand domaine du Bourgogne. Hein. C'est les vignes du Montrachet. Hein. Et elle récupère ses vignes, elle avait 2 hectares de vignes sur les 24 hectares, 2 hectares qui étaient malades, très malades, du Cournoué. Elle se dit, les vignes étaient vraiment très malades, elles ne produisaient plus rien, le vin était filant, il n'y avait plus de grappes, enfin très peu de grappes, très peu de baies dans les grappes, etc. Typique maladie du Cournoué. Elle dit, je vais arracher mes 2 hectares. Mais avant d'arracher ces 2 hectares, elle fait appel à quelques experts, dont Claude Bourguignon. Claude Bourguignon arrive pour analyser le sol. Commence à gratter, il n'y arrive pas. Prend une pioche, il n'y arrive pas. Elle prend une baramine, il n'y arrive pas. Et moi, évidemment, j'ai su tout ça par Madame Leflève et Claude Bourguignon, parce qu'on a mangé ensemble le midi du procès. Parce que Madame Leflève avait témoigné en première instance, et donc ils n'ont pas voulu qu'elle témoigne en appel. Du coup, Madame Leflève, on a mangé ensemble, elle m'a raconté son histoire, j'ai dit, je vais l'intégrer dans mon témoignage. Et donc, elle dit, voilà, je fais appel à Claude Bourguignon, il me dit, regardez votre sol, il est mort. Les racines de la vigne, ça va à 20 mètres, 30 mètres en profondeur. Là, elles sont à l'horizontale. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien, il faut tout arrêter là, toutes les bêtises, etc. Il faut renourrir le sol. Il faut gratter, remettre de l'humus, etc. Et petit à petit, elles vont les arracher pas. Et donc, elle décide de mener une expérimentation. Et sur ces 2 hectares, elle dit, je vais faire de la biodynamie. Elle fait le grand saut. Elle passe de l'intensif à la biodynamie. Et elle fait ce qu'a dit Bourguignon, gratter, remettre de l'humus, etc. Quelques années plus tard, les racines avaient gagné quelques centimètres, puis 1 mètre, puis 2 mètres, puis 3 mètres. Et 25 ans après, c'est-à-dire ces vignes ont aujourd'hui 50 ans, elle lui rapporte du vin qui est le plus grand cru classé de vin blanc au monde, le Bienvenu Bâtard Montrachet à 300 € la bouteille. Elle l'appelle le vin Cournoué. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, c'est quand même extraordinaire, j'ai failli arracher cette vigne et aujourd'hui, elle est en pleine forme, elle me fait du vin merveilleux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas scientifique de métier, Madame Leflève, mais elle a eu cette démarche extraordinaire. De dire, et pour ça que je dis toujours, les scientifiques c'est comme les politiques. Hein. Il y a certains professionnels de la politique qui sont certains élus, et il y a les professionnels de la science qui sont les chercheurs. Mais la démarche scientifique, c'est comme l'action politique. Ça appartient à personne, mais plutôt ça appartient à tout le monde. Et elle, démarche scientifique, elle prend son téléphone, elle appelle Jean Masson, le directeur de l'INRA de Colmar. Elle lui dit, je crois savoir que vous vous intéressez beaucoup à la maladie du Cournoué. Elle lui raconte son histoire et elle lui demande de venir analyser ses bois. Il vient, il fait des prélèvements, il trouve un taux de virus qui aurait dû faire que cette vigne soit morte depuis longtemps. Sur le papier glacé, ce taux de virus fait que c'est la mort. Cette vigne en pleine forme. Imaginez, vous êtes chercheur, vous vous intéressez à la maladie du Cournoué. Vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui vous amène sur un plateau d'argent un matériel biologique extraordinaire qui a une résistance acquise au Cournoué. Et on vous dit, voilà, regardez cette vigne,
analysez-la, comparez avec la vigne traditionnelle, si c'est d'origine génétique, vous allez le voir en faisant des comparaisons génomiques, etc. Ou alors, je sais pas, elle lui a pas dit, c'est pas son métier, mais c'est ce que je dis moi, ou alors, je sais pas, essayer de comprendre s'il y a une corrélation de cause à effet entre la pratique de biodynamie et le fait d'avoir des vignes qui ont cette résistance acquise. Voilà. La première démarche d'un scientifique, c'est d'observer. Parce que je dis toujours à mes étudiants, vous sortez de l'amphi, le sol est mouillé, il a plu, il y a peut-être une relation entre les deux. L'observation. C'est ça la première démarche d'un scientifique. Donc, eh bien, M. Masson et l'INRA de Colmar n'ont pas donné suite. N'ont jamais donné suite. Or, ils prétendaient que leur souci était de comprendre, sur leur point de vue recherche fondamentale, les mécanismes du Cournoué, les mécanismes de résistance au Cournoué. Alors, quand on a cette prétention de vouloir comprendre les mécanismes de résistance au Cournoué et qu'on refuse un tel matériel biologique et qu'on n'en fait rien, alors qu'il vous arrive tombé du ciel, c'est vraiment... Donc voilà, j'ai dit, cet essai n'est pas pertinent, parce que vous avez des gens qui ont de la vigne résistante au Cournoué, comprenons ce qui s'est passé et essayons de généraliser la méthode, ou de généraliser ces vignes qui ont acquis cette résistance, et on n'a pas besoin de faire des OGM. Voilà, et je raconte ça dans un article de Bastamag, je relate et je dis... Voilà, la première démarche d'un scientifique, c'est d'observer, interrogeons-nous, et on pourrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi la plupart des grands crus classés du monde sont issus de la biodynamie. Ce qui ne veut pas dire que tous les vins de la biodynamie, c'est des grands crus, mais la plupart des grands crus classés au monde sont issus de la biodynamie. Vous avez des vins qui ne le disent pas, qui sont en biodynamie. Le Château Ozone à Saint-Émilion, un des plus grands crus classés de Saint-Émilion, 800 € la bouteille. J'ai visité le château parce que j'ai des voies d'entrée par des amis, parce qu'on choisit ses amis. Et j'ai vu un dynamiseur dans la cour. J'ai fait le couillon, je lui ai dit, c'est quoi ça? Et le gars, il me dit, bon, c'est un dynamiseur. Évidemment, le conseiller, c'est Claude Bourguignon, du château Ozone. Mais par contre, eux ne le disent pas qu'ils sont en biodynamie. Mais la plupart des grands crus classés sont en biodynamie. Moi, je ne sais pas si la biodynamie, c'est bien, c'est pas bien, etc. J'en sais rien. Voilà, je dis simplement, posons-nous la question. Biodynamie, grand cru, biodynamie, grand cru, biodynamie. Il y a peut-être une corrélation, essayons de comprendre. Voilà, démarche d'un scientifique. Ça m'a valu un article en réponse de la part de nos détracteurs. Christian, alors c'était porte-greffe, ils ont fait un jeu de mots. Porte-greffe transgénique, Christian Vélo, porte-parole de l'obscurantisme. Alors le titre m'a fait rire, mais à l'intérieur, c'est sacrément virulent. Vraiment, vraiment. Plus je le relis, plus je trouve que c'est virulent. Donc, et là, donc, j'ai porté plainte pour cet article. Et voilà. Et donc le procès va avoir lieu. Alors évidemment, j'aurais pu ne pas porter plainte. Il y a des gens, parce que j'ai demandé l'avis à plein de gens. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je porte plainte, je porte pas plainte? Il y a eu ces histoires de mes étudiants, il y a eu ces histoires de ma compagne, etc., mes proches. Et puis, puis il y en a d'autres qui me disaient, notamment des copains faucheurs, qui m'ont dit, non, Christian, tu vas leur faire de la pub. Moi, j'étais un peu embêté, j'ai finalement choisi de porter plainte. Je vais avoir des super témoins dont je ne peux pas citer le nom parce qu'il ne faut pas que ça se divulgue. Mais voilà, mais je vais savoir le 6 avril, bien le jour de la manifestation de l'HCB, je vais savoir le 6 avril la date du procès. Ce sera novembre, décembre ou janvier prochain. Voilà. Et donc, mais là encore, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est comme pour les procès Gilles-Éric Serralini, on a fait des petites opérations autour des procès, etc. Mais c'est pas une question de personne. Moi, je dis toujours aux gens, bon d'accord, vous aimez bien Gilles-Éric, ou vous m'aimez bien moi, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas une question de défendre Gilles-Éric ou de défendre Christian Vélo. Derrière, c'est un combat commun, c'est un combat global, c'est avoir le droit de s'exprimer en tant que scientifique, c'est la liberté d'expression, c'est le problème des lanceurs d'alerte. Je veux pas qu'on en fasse un combat personnel. C'est comme quand j'ai eu mes problèmes à la fac en 2008, des gens m'avaient dit porte plainte pour harcèlement moral. J'ai dit non, parce que le harcèlement moral, il a des causes multiples. J'ai préféré axer sur la question lanceur d'alerte. Parce que ça, voilà, ça avait un sens beaucoup plus précis. Et donc ici, c'est pareil, je ne veux pas en faire un combat personnel, je veux en faire un combat collectif. Et ce que je dis toujours quand je fais des interventions pendant que Gilles-Éric est au tribunal, puisque lui il en a fait plusieurs des procès, je dis voilà, j'aime beaucoup Gilles-Éric Serralini, mais je ne suis pas dans l'idolâtrerie. Je veux simplement dire, voilà, à travers le problème auquel est confronté Gilles-Éric Serralini, c'est un combat de tous. C'est le combat de l'expertise indépendante, du droit d'expression des scientifiques, du droit d'avoir un avis contraire à la pensée dominante, etc. C'est ça le combat commun. C'est en ce sens-là que je fais ce procès, et pas du tout pour... voilà, bon, évidemment, si je gagne et que je suis un peu blanchi vis-à-vis de mes étudiants, par exemple, auprès desquels je pourrais perdre du crédit, je ne sais pas, ceux qui m'ont eu comme étudiant, je pense qu'ils ont fait... ils se sont fait leur opinion. Mais ceux que je n'ai pas eu, par exemple,
Dire c'est qui qu'on va avoir comme preuve vélo, mais regardez ce qu'on dit sur lui. Voilà, donc ça je pense que c'est important de ce point de vue-là, à titre personnel. Mais c'est un combat commun, et donc voilà, et je ne sais pas ce que vous avez décidé, mais si vous aidez le CRIGEN à travers les procès par exemple, ou autre, sachez que ce n'est pas le combat d'une personne, c'est un combat collectif, et c'est pour ça que ça passe par le CRIGEN aussi, pour véritablement en faire un combat collectif et pas le procès de Christian Vélo. Je vous remercie beaucoup. Merci Christian. En fait, on a discuté pendant l'AG de cette proposition là, et en fait, on a décidé effectivement de donner de l'argent au CRIGEN pour ton procès. Alors, on ne s'est pas encore, on ne s'est pas mis d'accord sur la somme, si tu veux. Ce qu'on voudrait, c'est que ça soit une opération avec les journaux, enfin avec un peu médiatisée, si tu veux, pour l'association. Oui, bien sûr. Et voilà, donc je pense que dans le principe, tout le monde est d'accord. Hein. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Merci pour le CRIGEN. Oui, oui, bien sûr. Mais là encore, le problème, c'est que c'est des choix qu'on a fait à un moment donné où le CRIGEN était plutôt en bonne santé financière. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, tout le monde traverse des périodes de vache maigre hein, au niveau associatif, et on se retrouve dans une situation un peu dramatique où on doit assumer les procès. Il y a ceux de Gilles-Éric, il y a le mien, et où on ne trouve plus l'argent dont on a besoin pour faire un certain nombre d'études qu'on voulait poursuivre. Et également, on est dans une situation où on ne sait même pas si on pourra assurer les salaires de Frédéric. Jusqu'à fin 2016, c'est tangent. Pour 2017, on n'a aucune certitude de pouvoir assurer le salaire de notre seul salarié et qui fait un travail qu'on aurait de toute façon, nous, pas le temps de faire. Et si on perd Frédéric, c'est clair que ça va causer un gros problème pour la survie du projet. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Sinon, je pense qu'on aurait fait le choix de ne pas entamer ces procès si on avait su à l'avance qu'on se retrouverait dans cette situation financière. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Question bête ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut dès maintenant commencer à, je dirais, populariser, médiatiser un petit peu l'annonce, enfin l'arrivée du procès, de façon à, je dirais, gonfler un petit peu le soutien massivement? Oui, alors, en fait, le 6 avril, je vais connaître la date. À cette occasion, je vais envoyer dans les réseaux, donc je vais envoyer des informations qui sont celles que je peux divulguer. C'est-à-dire, l'avocat m'a autorisé à divulguer un certain nombre de choses. C'est-à-dire la plainte, et la plainte officielle, et puis le procès verbal. Donc, et ça, donc, donc j'ai les documents, je vais les envoyer dans les réseaux. Je vais en profiter pour faire éventuellement, bien sûr, un appel à soutien. Et on ne pourra pas communiquer. Alors, bien sûr, après, les gens font ce qu'ils veulent et peuvent communiquer. Ça, il n'y a pas de problème, parce que j'ai l'autorisation de l'avocat. Mais on ne pourra pas communiquer plus que ça. C'est pour ça, par exemple, que je ne donne pas le nom des témoins. Parce que le nom des témoins, on ne peut pas les révéler. Voilà. Je les connais, hein, j'ai 4 témoins. Je ne peux pas révéler leur nom. Comment ? Non, mais en plus, non, on n'a pas le droit, et puis en plus, la partie adverse pourra s'organiser en fonction. Le président du tribunal peut se servir le moment venu. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais après, bien sûr, vous pouvez communiquer autour du procès. Alors, la seule chose, c'est que l'avocat m'a dit que faire une manifestation le jour du procès, il trouve que, enfin, il n'est pas pour. D'abord, c'est très difficile aujourd'hui, et vu le contexte Vigipirate, d'obtenir un droit de manifester devant le tribunal, c'est même pas la peine. Hein. Mais même si, alors soit il y a un rassemblement un petit peu plus loin, comme on a fait avec Gilles-Éric Serragny sur une péniche à côté, etc. Ok, mais bon, comme de toute façon c'est pas sur le site, je pense que le mieux c'est effectivement qu'il y ait une mobilisation des réseaux, un soutien, et puis qu'on puisse communiquer le jour où il y a le résultat du procès qui tombe, en espérant que ce sera une victoire pour nous, pour moi et pour nous. Mais voilà, mais je pense que ce sera mieux de faire ça. D'ailleurs, pour le prochain procès de Gilles-Éric, qui voulait qu'il y ait une manifestation autour, on a finalement, au CRIGEN, voté contre, parce qu'on a suivi les conseils de l'avocat. Il dit que c'est contre-productif vis-à-vis des juges.
Et que, voilà, donc par contre, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le tribunal, assister au procès, bien sûr, dans la limite des places disponibles, ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc on verra, on n'en est pas encore là, on ne sait pas ce qu'on décidera, mais probablement il n'y aura pas de manifestation autour. Voilà. Par contre, en communication, c'est là que c'est important, parce qu'après, il va falloir communiquer là-dessus. Donc, communiquer avant et communiquer après. Voilà, effectivement, ça va faire 20 ans que le combat, depuis Nérac, puisque c'était 97, ça va faire 20 ans l'an prochain qu'on est mobilisé quand même sur cette question des OGM. Donc je pense que là aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient encore d'apprendre sur l'évolution des bidouillages que l'on peut avoir pour faire du business et le TAFTA en face, je pense que c'est de plus en plus important qu'on élargisse l'information pour que tous les lanceurs d'alerte et que la société soit vraiment active pour ne pas se laisser prendre au piège, quoi. Voilà. Et donc démultiplier l'information et faire en sorte qu'à un moment donné, lorsqu'un procès comme ça a lieu, qu'on puisse mobiliser les gens pour aider financièrement, si c'est notre seul moyen, je pense que ça, c'est notre rôle, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Il y a l'information. Ça peut être autrement. C'est important. Je pense, je ne sais pas si vous avez vu les uns ou les autres, je ne sais pas, moi j'ai quitté à un moment donné la discussion qui a été organisée sur Le Monde, à propos, sur les OGM justement. Là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller sur ce site-là, Christian. Alors, je peux dire que toi, Gilles-Éric Cérémini, José, tout ça, plomb, ça tire à tout va, quoi. Ouais, ils ont fait un prix qui porte mon nom, qui s'appelle le Vélo d'Or. Donc vélo avec un T, le Vélo d'Or, qui est le prix de l'imposteur. Et ils ont inventé ce prix après que José Bové soit passé sur Canal+, avec Debré, c'était il y a pas mal d'années, au moment du film Le Monde selon Monsanto, et où José avait offert au nom de la Confédération Paysanne un petit coffret qu'il avait appelé le Monsanto d'Or, qui était un godemiché en forme d'épi de maïs, dans sa petite boîte avec velours rouge, et qui sur le plateau du Grand Journal avait offert donc le Monsanto d'Or à Debré pour toutes les conneries qu'il racontait sur les OGM. Et en face, ils ont créé le prix qui s'appelle le Vélo d'Or, parce que peu de jours après, je passais avec José Bové sur Arte pour commenter le film de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto. Et ils ont considéré bien sûr que j'avais dit des énormes âneries, et donc ils m'ont remis le prix de l'imposteur, le Vélo d'Or. Et après, c'est José qui a eu le Vélo d'Or, après c'est Corinne Lepage, après c'est Gilles-Éric Cérémini, après c'est Marc Duvalier. Je ne sais pas si tu l'as eu, François. Bah écoute, voilà. Rassure-toi, ça va venir. Donc, des fois, ils disent tiens, Christian Vélo reprend le maillot jaune, il a à nouveau gagné le Vélo d'Or. Et voilà, donc, et ça déjà en soi, c'est une diffamation. Sauf que voilà, j'ai rien fait, puis maintenant il y a prescription. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont inventé ce truc et qui nous dénigrent en permanence, effectivement. Donc, ça fait partie de. C'est ce groupe de personnes. Alors, le procès, j'ai porté plainte en 2014, hein, sauf qu'il y a eu une enquête qui a été longue, parce que comme ils sont très courageux, ils ont signé sous forme d'un pseudo. Et cet article a été repris dans le journal Contrepoint. Donc, du coup, on attaque le journal Contrepoint, puisque c'est le directeur de publication qui est responsable, et qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a eu une enquête pour identifier le directeur de publication, et une enquête pour identifier le vrai nom du pseudo Anton Souvalki, hein, qui s'appelle en fait Alexandre, je ne sais même plus, je ne sais pas de surcharger ma mémoire, mais voilà, donc en fait ces deux personnes finalement ont été mises en examen suite à l'enquête. Est-ce que Agriculture et Environnement, cette revue qu'il m'envoie gratuitement tous les mois depuis des années, comme à tous les militants, qui ont essayé de remuer un peu les choses. Je ne sais pas si d'autres le reçoivent, mais moi, bon, tous les mois, j'ai droit à cette revue qui fait 6 pages, hein, et là, ce type qui s'appelle Gilles Rivière-Wechstein. Rivière-Wechstein. Donc, est-ce qu'ils sont aussi dans ce... Oui, alors lui, il m'a justement écrit personnellement pour me dire que, parce qu'à un moment donné, ils ont essayé ils ont modifié sans arrêt mon profil Wikipédia. Quelqu'un m'a mis sur Wikipédia. Moi, je ne l'ai pas demandé, mais je suis sur Wikipédia. Ils ont essayé de salir à chaque fois, comme ils le font sur tous les profils Wikipédia, des gens qui les dérangent.
donc en me mettant que des saloperies et toujours en faisant des références, notamment à Gilles Rivière-Wechstein, etc. C'est leur référence à eux, puisque sur Wikipédia, il faut toujours donner ses sources. Donc c'était leur source à eux. Et il y a eu un jeu de ping-pong, donc des gens qui corrigeaient mon profil, eux qui revenaient à l'attaque aussitôt, et du coup, ça provoque un conflit d'édition. Et suite à ce conflit d'édition, où un médiateur s'en mêle, il y a, parce que c'est très compliqué comment ça fonctionne Wikipédia, j'ai appris ça à travers ça, ils ont essayé de supprimer ma page Wikipédia. C'est-à-dire ils ont fait une demande de suppression de la page. Et du coup, moi j'ai considéré ça, j'ai été alerté par un autre qui m'a dit « Monsieur Vélo, on veut supprimer votre page sur Wikipédia ». Donc j'ai considéré ça comme une censure. Je n'ai pas demandé à y être, mais j'y suis. Et donc, j'ai donc contacté un certain nombre de personnes. Ça a été transmis sur Cyberacteur pour dire, voilà, il faut aller sur le site et si vous voulez que mon profil soit conservé, ben, argumentez dans le sens contraire parce qu'il y avait des votes qui étaient organisés. Jusqu'à temps que quelqu'un tranche. Et finalement, il a tranché, mon site a été conservé et ils ont supprimé toutes les références qui me dénigraient. Et maintenant, on ne peut plus le modifier, il faut demander une autorisation. Donc, et parmi les références, il y avait Gilles Rivière-Wechstein. Et moi, quand j'avais fait un appel à l'aide, je disais, voilà, nos détracteurs habituels, dont Gilles Rivière-Wechstein, etc. Et lui m'écrit sur mon, je ne sais pas comment il a eu mon mail personnel, il m'écrit sur mon mail personnel en me disant, Monsieur Vélo, je ne vous ai personnellement jamais dénigré, etc. Apparemment, il a très très peur des procès en diffamation. Il en a déjà eu, il a très très peur. Et il me dit, je ne vous ai jamais dénigré, etc. Sauf que, il dit, c'est pas moi qui ai demandé à mettre cette référence sur Wikipédia, j'y suis pour rien. Je dis, il n'empêche que, il dit, moi je ne vous ai jamais dénigré. Je dis, pour quelqu'un qui m'a jamais dénigré, traiter un scientifique de faucheur de science, c'est quand même pas mal, parce que dans son bouquin, il me traite de faucheur de science, avec Jacques Testard, etc. Tiens, lui aussi, il a eu le Vélo d'Or plusieurs fois. Et, eh bien, voilà, il m'a dit, mais Monsieur Vélo, c'est pas vraiment vous que j'appelle, c'est pas directement, ce sont les faucheurs volontaires que j'appelle des faucheurs de science, c'est pas vraiment vous, etc. Enfin, il était piteux, j'en revenais pas. Mais il en fait partie, bien sûr. Ouais. Hein, mais il est très malin, hein, il a visiblement très peur du procès en diffamation. Donc j'étais content, parce que du coup, j'étais dans un rapport de force favorable. En fait, ceci dit, le torchon qu'on reçoit tous les mois ne pèse pas bien lourd, mais bon, c'est régulier. Il est le seul à écrire là-dedans. Enfin, les autres, c'est en général, il n'y a jamais une personne bien identifiée, à part lui, avec l'édito. Puis derrière, il y a un tas de trucs mélangés, rassemblés. Je crois que Stéphane Foucard, le journaliste scientifique du Monde, a fait une enquête sur lui aussi. Ah, oui. Je crois, et sur l'ensemble des blogueurs, d'ailleurs, des imposteurs. Pour savoir, il a montré qu'ils étaient financés par des firmes. Ah oui, ils sont payés pour faire ça. Par l'UIPP. Ouais. Oui, l'UIPP, bien sûr. Par l'UIPP. Mais finalement, le Vélo d'Or, ça devient une référence. En tout cas, ce sont que des gens que j'estime qui l'ont eu. Oui, voilà. Non, mais il faudrait... Non, mais reprenez-le à l'envers, retournez-le contre ceux qui l'ont utilisé. Donc, quand on retourne le vélo, il avance pas bien quand même. Retournez ce qui est considéré comme une insulte par eux, comme une référence, puisque c'est une insulte donnée par des gens qui sont indignes. Donc la référence, ça veut dire que si vous êtes visé par ce terme, c'est que vous êtes digne d'intérêt et que vous faites peur. Non, mais c'est dans ce sens-là, il faut l'utiliser. La valeur valeur est mesurée, c'est il faut l'utiliser, À travers ces détracteurs. Voilà. Ben oui, tout à fait. Non, mais c'est... Ouais, j'ai pas trop de temps à consacrer à ça, mais pensez-y ensemble. Oui, mais... voilà. Bon, on remercie Christian et l'association, enfin vous, parce que c'est vous qui payez de toute façon. Donc vous payez un pot, il doit y avoir suffisamment de verre pour tout le monde. Et il y a peut-être des petits gâteaux à consommer avant de partir. En tout cas, si vous avez encore une ou deux questions, je ne sais pas si on a le temps, mais non, on n'a pas le temps. Moi j'ai juste une info. On a libéré la salle. Okay. Une petite info, le 20-21 avril prochain, il y a une réunion à Barcelone sur les communes anti-TAFTA. Alors j'ai appris qu'on n'était que 2 communes anti-TAFTA dans la Manche.
Parce que justement, oui, la Lucerne et Cherbourg. Le problème, c'est que la communication autour du taffetas est vachement difficile. C'est très difficile. C'est pas facile, on peut pas faucher un champ de taffetas. Pour médiatiser, c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est pour faire pression sur les élus européens qui vont bientôt se prononcer. Décider, oui. Après, les parlements dans chaque pays, normalement, vont avoir théoriquement un débat. Ouais. Il n'y aura pas de vote, mais il y aura un débat. Théoriquement dans les parlements. Alors que l'Europe, quand est-ce que doit prendre la décision l'Europe pour le taffetas? C'est en À la fin de l'année, c'est en juin. milieu d'année, en juin. En juin, Il y a beaucoup de choses en juin. Alors qu'ils ont fait des lois qui préparent. Quoi. Ah, bravo. Merci à vous.